Je pense que si Monsieur Louis Fèvre d'Arcier m'a demandé d'intervenir ce soir, c'est parce qu'en 2013 et 2017, j'ai commis un article sur la notion de patrimoine à travers 3 liasses du Fonds des Hospices civils de Lyon, qui est consultable sur la revue électronique, la revue des patrimoines, qui s'appelle In situ. Alors là, vous aurez toutes les citations et le contexte de cette désaffectation. Vous en aurez beaucoup plus que ce que je vais vous dire ce soir. Voilà les 3 archives que j'avais consultées en 2012, les 3 liasses, pardon, d'archives qui concernent la désaffectation de l'Hôtel-Dieu, mais également de l'hôpital de la Charité, et dans lesquelles on retrouve des rapports, des débats, des articles de presse. Tout ça a fait couler beaucoup d'encre au début du XXe siècle. Pour que vous compreniez tout ce qui se passe, tous les enjeux, je vais vous présenter extrêmement rapidement les bâtiments de l'Hôtel-Dieu. Alors, ai-je une souris? Ou alors si je fais ça... bon, comment faire? Mince, j'aurais dû me renseigner avant. Ça. Merci, merci beaucoup. Oui. Alors voilà, ici, nous avons le Rhône qui coule ici, la rue de la Barre, la rue Bellecordière, la place, du coup vous m'entendez plus, pardon, la place de l'Hôpital, la rue Marcel-Gabriel Rivière et la rue Childebert. Voilà une vue, un plan en vue aérienne de l'Hôtel-Dieu. Nous voyons un peu mieux les bâtiments ici, toujours le Rhône bien sûr, la rue de la Barre, la rue de la Bellecordière, place de l'Hôpital et la rue Marcel-Gabriel Rivière. Ma diapositive suivante. Très rapidement, les grandes campagnes de construction. Alors, l'Hôtel-Dieu d'origine du XVe siècle se trouvait là. La population croissant à Lyon, il a fallu agrandir l'hôpital dans la première partie du XVIIe siècle. C'est ce qui a été fait... oui, merci. Ce qui sera fait avec ce plan en croix, où 4 chambres de malades convergent vers la chapelle, qui permet à chacun des malades d'assister à la messe depuis la chambre ou son lit. Une fois que cette partie-là a été construite, l'hôpital du XVe siècle a été démoli. Il en reste un mur gouttereau qui se trouve là, et une chapelle a été construite à la place. La ville continuant à s'accroître et les malades étant plus nombreux, il a fallu procéder à un nouvel agrandissement de l'Hôtel-Dieu. Ça a été fait au XVIIIe siècle. C'est Soufflot qui a dessiné cette grande aile dite Soufflot et a projeté des bâtiments perpendiculaires ainsi que parallèles. Et il a également conçu 4 grandes chambres de malades, mais au lieu d'être disposées en croix, elles ont été superposées 2 par 2, ce qui permet d'avoir une longue façade, de dégager une longue façade sur le Rhône, sur le quai. Ici, les 4 branches permettaient de dégager 4 cours permettant de différencier l'usage de ces cours. Ensuite, au XIXe siècle, un nouvel agrandissement était fait, l'achèvement de l'Hôtel-Dieu. C'est cette partie-là. Et vous voyez que chacune de ces grandes campagnes de construction ont été sommées d'un dôme, le petit dôme du XVIIe siècle, le grand dôme du XVIIIe et le dôme Pascalon au XIXe. Voici donc, pour visualiser un peu mieux, les vestiges de l'hôpital du XVe se trouvent ici. Voici l'hôpital des 4 rangs. Il faut que j'appuie dessus. Voilà. Avec en son centre la chapelle couverte d'un dôme. Le projet de Soufflot qui projette l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu avec cette longue aile sur le quai et puis ces bâtiments perpendiculaires. Une chapelle était projetée à l'angle du quai du Rhône et rue de la Barre. Elle n'a jamais été construite. Là, nous sommes en 1780. Vous voyez que les travaux de Soufflot sont avancés, mais loin d'être terminés, puisqu'il manque ici un corps de bâtiment. Le pavillon central a été construit, les 2 pavillons latéraux, le corps de bâtiment sud, mais pas celui qui est au nord. Et il manque également la partie sud ici. Ça, c'est en 1780. Mais en 1820, ça n'a pas tellement avancé.
Vous voyez que l'Hôtel-Dieu est entouré d'une zone d'habitat extrêmement dense. Tout ça, ce sont des immeubles. Et avant de pouvoir agrandir, il faut pouvoir exproprier chacun des propriétaires et démolir l'immeuble, etc. Donc en 1820, une fois la Révolution passée, etc., il est urgent de construire ce corps de bâtiment-là. C'est pour ça qu'il est en rouge ici. Mais vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà donc une vue de cette aile Soufflot qui sera appelée au début du XXe Palais du Quai, comme beaucoup de choses à l'époque. Et c'est ainsi donc qu'en 1824, enfin, le corps de bâtiment nord, situé entre le pavillon central et le pavillon latéral nord, va enfin être élevé. Il se situe ici. Et il a coûté une certaine somme d'argent, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je vous mets ça parce que ça aura une incidence sur les débats qui vont avoir lieu au début du XXe siècle. Ensuite sera construite le corps de bâtiment sud qui permet d'achever la façade conçue par Soufflot. Mais nous sommes un siècle plus tard. Il aura fallu 100 ans pour achever cette façade. Donc nous sommes ici. Et après, on va passer vite là-dessus, après cet achèvement de la façade, on va parler de l'achèvement de l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire des constructions qui viennent occuper la rue de la Barre et la rue Bellecordière, avec le dôme Pascalon. Là, nous sommes vraiment à l'extrême fin du XIXe siècle. Les travaux se font de 1887 à 1893. Cette partie-là que vous avez peut-être vue, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'était autrefois, depuis la Renaissance, l'ancienne boucherie. Et puis avec l'aménagement du secteur du confluent où il y a des abattoirs, il n'est plus nécessaire d'avoir une boucherie là. Donc on projette un passage couvert. On en a un dessin en 1828, mais il sera réalisé dans les années 1840. Vous voyez, nous avons un beau passage couvert. Et je vous en reparlerai plus tard. Alors voilà ce que tout ça donne dans les années 2010. Nous avons cette magnifique façade qui se tourne vers l'est, vers les routes qui proviennent du Dauphiné et de l'Italie. Alors maintenant, nous allons attaquer, maintenant que vous avez tout ça bien en tête, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà parfaitement l'Hôtel-Dieu, nous allons parler de ce débat qui va affecter la vie lyonnaise au début du XXe siècle, peut-être même qui commence vers la fin du XIXe. Il s'agit de la désaffectation de l'Hôtel-Dieu, qui est lancée par les hygiénistes, les médecins hygiénistes, dont le fer de lance est Jules Courmont, et qui, avec les progrès importants réalisés dans la médecine au XIXe siècle, considèrent que l'Hôtel-Dieu n'est plus apte à remplir ses missions médicales, et ils cherchent à établir un hôpital ailleurs et à désaffecter l'Hôtel-Dieu, voire à le démolir. Alors ici, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'étude de mots parce que, vous voyez, c'est la désaffectation contre la modernisation, c'est-à-dire ceux qui sont pour la désaffectation sont en fait les tenants de la modernité parce que c'est eux qui veulent construire un hôpital moderne étant au dernier cri de ce qui se fait en termes médicaux. Donc eux veulent désaffecter l'Hôtel-Dieu. Et ceux qui sont pour la modernisation ne sont pas modernes. Je sais que c'est compliqué. Ils sont traités d'archaïques parce qu'eux considèrent que l'Hôtel-Dieu peut être modernisé et peut continuer encore à accueillir les services médicaux. D'ailleurs, certains de leurs arguments, c'est que cette modernisation, elle a déjà commencé au XIXe siècle. Vous avez vu tous les corps de bâtiments qui ont été construits et qui ont coûté des centaines de milliers de francs, voire des millions de francs. Ils insistent sur le fait que tout ça a été fait en concertation et que donc cet achèvement de l'Hôtel-Dieu, qui est très récent, il s'est terminé en 1893, ne permet pas de dire qu'on va désaffecter l'Hôtel-Dieu et construire et le démolir en plus. Donc évidemment, les premiers débats se déroulent dans la sphère médicale. On parle d'hygiénisme. Alors l'hygiénisme, ce n'est pas une génération spontanée comme ça. Au début du 19e et fin 18e, on parle plutôt de salubrité. Et déjà, la population, les médecins ont beaucoup de peine pour les malades qui sont à l'Hôtel-Dieu enserrés dans des cours. Et dès 1842, il est question de démolir toutes ces maisons du XVIIe, XVIIIe qui se trouvent rue Bellecordière afin d'aménager des promenoirs,
où les convalescents, surtout, pourront se promener. Il y a 3 promenoirs, un pour les sœurs, un pour les femmes et un pour les hommes. Et donc là, c'est déjà un grand progrès pour faire rentrer la lumière et l'air dans l'Hôtel-Dieu. Nous sommes au milieu du 19e. Là, j'ai souhaité vous montrer une réflexion qui date de 1909, donc on est beaucoup plus tard. Et malgré tout, ces promenoirs n'ont pas suffi. D'ailleurs, peut-être peut-on penser qu'avec la construction de la partie Pascalon à la fin du 19e siècle, certaines parties du promenoir ont été annexées pour certaines parties plus terre-à-terre. Et donc, l'un des tenants de... quelqu'un se lamente. Il est aussi lamentable pour les spectateurs de la rue Bellecordière que pour les malades eux-mêmes de voir promener ces misérables dans des courettes étroites. Vous voyez que c'est une histoire qui se fait sur le long terme. Alors voilà, la presse professionnelle se fait l'écho de toutes ces tensions qui habitent le monde médical, parce que dans les 2 camps, il y a des médecins et puis des conseillers municipaux. En 1903, voilà ce que l'un déclare. Quant à l'Hôtel-Dieu et à la Charité, parce que l'hôpital de la Charité est également touché par ces projets de désaffectation, ils sont un anachronisme. Ils sont le type de l'ancien hospice. Ils ne peuvent être transformés en hôpitaux modernes. Leur situation en pleine ville les condamne. Ils seront tôt ou tard appelés à disparaître. Alors, le but, c'est de construire un nouvel hôpital, donc sur un plan totalement différent, sur un plan pavillonnaire. Tony Garnier, donc, on dessinera les plans. Là, je vous en montre un de 1911. Et vous savez sûrement que l'hôpital de Grange-Blanche, bien qu'il ait été conçu dès le début du XXe siècle, ne sera inauguré qu'en 1933. Alors, il y a les anti-Hôtel-Dieu, pour parler vite, et puis il y a les pro-Hôtel-Dieu, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut surtout ne pas démolir l'Hôtel-Dieu et y laisser une activité médicale. Jules Drivon est quelqu'un d'intéressant. Il a été médecin pendant 40 ans à l'Hôtel-Dieu et il a un style tout à fait à lui. Il fait preuve d'autodérision et j'ai eu un peu envie de vous montrer ce qu'il pouvait le dire. Je le reconnais aussi, l'Hôtel-Dieu est très défectueux. Je l'ai fréquenté pendant près de 40 ans et crois le connaître aussi bien, au moins, que la plupart de ceux qui en parlent, parce qu'il y a beaucoup de débats. Hein. D'abord, il est installé sur des cimetières. Voilà, il jette un pavé dans la mare. Et puis, donc, nous voyons ce qu'il va dire là après. Ça concerne toutes ces questions d'hygiénisme. Seule la façade sur le Rhône est convenablement isolée, ventilée, ensoleillée. Les bâtiments parallèles à cette façade sont défectueux à tous ces points de vue. Ceux qui sont orientés de l'est à l'ouest le sont plus encore. Les cours sont trop étroites, l'air s'y renouvelle difficilement. Enfin, de 3 côtés, l'Hôtel-Dieu est entouré de maisons et les promenoirs sont absolument insuffisants. Voilà pour les bâtiments. Il fait exprès de partir de ce constat pour après mieux prouver que quelque chose est encore à faire. Là, j'ai mis cette citation un peu parce que c'est assez... Il y a un peu de sourire dedans. « Gardons partiellement au moins notre vieil Hôtel-Dieu pour les maladies aiguës, à moins cependant qu'on ne partage l'opinion de M. de Pomerol. Il disait que, dans sa longue carrière d'administrateur, il n'avait vu qu'une seule période de 4 jours sans un seul décès à l'Hôtel-Dieu, c'était en 1840, alors que la ville étant inondée, les médecins n'avaient pu venir faire leur service. » C'est sa façon de s'exprimer, parce qu'en fait, dans les débats, ce qui se passe, c'est qu'on accuse l'Hôtel-Dieu, d'y avoir à l'Hôtel-Dieu beaucoup plus de décès que dans les autres hôpitaux. Alors, je ne vous dis pas les détails parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en fait, il explique ça très clairement. C'est normal qu'il y ait plus de décès à l'Hôtel-Dieu, étant donné la population de malades qu'on y amène. Il y a un autre sujet qui est important en ce moment-là, c'est l'emplacement de l'hôpital, de l'Hôtel-Dieu et du nouvel hôpital à bâtir. Alors certains, malgré le déplacement, c'est-à-dire en périphérie de Lyon à l'est, là où, à Grange-Blanche, pensent qu'il serait quand même indispensable de créer un service d'urgence pour les malades du centre de la ville, dont l'État exige des secours immédiats. Il conviendrait aussi de prévoir le cas d'un accident grave, d'une catastrophe urbaine qui réclamerait l'hospitalisation d'un certain nombre de malades ou de blessés. Pourtant, celui qui parle, Auguste Lumière, il est contre l'Hôtel-Dieu, il est pour la désaffectation. Mais il reconnaît que dans une grande ville comme Lyon, on ne peut pas se passer d'un hôpital en plein centre. D'autres pensent qu'une colonie de plus de 1000 malades au centre même de la ville constitue pour la santé publique un danger permanent. Alors cette histoire de vieil Hôtel-Dieu triste,
avec des cours sinistres. On le retrouve encore en 1920. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale, donc il y a l'arrivée de nombreux bébés. Et l'auteur de ces lignes dit « Par une incompréhensible gageure, l'on a trouvé pour loger ces touchantes et frêles blancheurs précisément le coin le plus noir, le plus triste, le plus sordide du très noir, très triste et très sordide Hôtel-Dieu. » Il faut dire que les façades n'avaient pas été ravalées depuis longtemps, comme tous les monuments partout en France, c'était le cas partout. Et vous voyez, encore en 1933, l'Hôtel-Dieu apparaît comme un hôpital sordide. Vous voyez, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est ce que je voulais vous faire comprendre par ces... Alors du coup, je vous ai mis l'endroit en 1913, la cour Amédée Bonnet, telle que ça présente en 1913. C'est vrai, c'est noir. Là, c'est au milieu du XXe siècle. C'est là qu'on accueille les femmes enceintes et les jeunes accouchés. Bon, c'est noir, mais il y a quand même quelques âmes. Alors c'est vrai que par temps de pluie, ces façades qui n'avaient jamais été ravalées, ça pouvait paraître très noir. Là, c'est sur la place de l'hôpital. Et voilà, un clin d'œil, la cour qui ne s'appelle plus Amédée Bonnet, telle qu'elle se présente aujourd'hui, beaucoup moins noire. Alors cette lutte de la modernité contre l'archaïsme, elle se place également dans la sphère de l'urbanisme. Parce que pour construire ce nouvel hôpital, il faut de l'argent. Édouard Herriot porte le projet, vraiment il le défend, c'est son bébé. Et ce qu'il souhaite, c'est que la ville construise à ses frais le nouvel hôpital. Et une fois qu'il sera prêt, il le remettra aux Hospices civils de Lyon, qui, eux, lui remettront à la ville l'Hôtel-Dieu et éventuellement la Charité, afin d'y faire une opération immobilière pour payer le nouvel hôpital. Et Édouard Herriot donc veut un nouvel hôpital moderne pour sa ville. Il veut également la création d'un nouveau quartier moderne pour sa ville, pour apporter au centre de la ville l'hygiène, la beauté et la gaieté. Il souhaite également un hôtel des postes, on va le voir un peu plus tard. C'est ainsi que Tony Garnier, nous y voilà, dessine un projet en 1905. Alors, vous voyez où nous nous situons ici, c'est l'ancien passage couvert. Nous avons l'aile soufflot qui a été rabotée sur les côtés. Nous cherchons nos 4 rangs, ils n'y sont plus. La chapelle n'y est plus. Le dôme Pascalon, plus du tout. L'entrée des Deux-Lamons de 1706 n'y est plus du tout. Voilà un plan qui a été collé sur le précédent document. Tout ça se trouvant aux archives municipales de Lyon. Vous voyez que le ténement de l'Hôtel-Dieu est percé de grandes routes. Enfin, c'est des percées puissantes qui viennent désenclaver cette parcelle. Et il y a la place de l'hôpital ici. Il y a 2 diagonales qui permettent de relier la place au pont de la Guillotière et au pont Wilson, ainsi que d'autres rues qui viennent juste derrière l'aile Soufflot, enfin, et bref, tout ça, pour faire quelque chose de très aéré où le soleil et la lumière entrent et où la circulation est facile. C'est ainsi que nous aurions pu perdre le dôme des 4 rangs, qui est dit petit dôme. Mais moi, j'évite de l'appeler comme ça parce que je le trouve déjà tout à fait monumental. Nous aurions perdu la chapelle du XVIIe siècle. Et ces clochers que je vous montre, parce que tout à l'heure on en reparlera. Nous aurions perdu le dôme Pascalon. Et nous aurions perdu tous ces dômes, mais vous voyez que Tony Garnier en dessine de son propre cru. Alors je brûle un peu mes cartouches pour la suite, mais le maire et Tony Garnier vont être obligés de composer un peu avec les pros Hôtel-Dieu qui sont pour la modernisation. Donc ici, on peut remarquer que le cloître, il reste une partie des 4 rangs, une partie seulement, mais le dôme est sauvé, la chapelle également, et dans ce cloître, on voit hôpital d'urgence de 60 lits. Donc ceux qui souhaitaient maintenir un hôpital en centre-ville ont pour l'instant gagné. L'aile Soufflot a été rabotée, mais alors j'ai oublié de vous dire que l'aile Soufflot, le dôme Soufflot ne sont jamais menacés. C'est unanime. Il est unanime de dire qu'il y a une grande qualité artistique à la grande aile de Soufflot. Heureusement, ça n'est jamais remis en cause, contrairement à la partie 17e. Et puis, il reste un peu de la partie Pascalon, mais toujours avec de puissantes percées et des jardins qui sont aménagés. Nous aurions cependant quand même perdu le réfectoire des Sœurs, le grand escalier du bâtiment E,
magnifique, avec sa rampe d'appui, le garde-corps et rampe d'appui qui ont été faits par Antoine Brasier, maître serrurier, en 1747. Ça aurait vraiment été une grande perte de ne pas le conserver. Au premier étage de ce bâtiment, il y a une colonnade tout à fait intéressante. Et puis, on aurait perdu aussi, alors là, c'est l'entrée, le vestibule du grand réfectoire. Nous aurions perdu cette colonnade qui avait été commencée au XVIIIe siècle et terminée au XIXe. Ça se voit à la hauteur des tambours, qui n'est pas toujours pareil, identique. Et Édouard Herriot, pendant tout ce temps-là, maire de Lyon, est absolument contre une protection patrimoniale. Il y a des tentatives pour protéger l'Hôtel-Dieu, pour le mettre à l'abri des démolisseurs, mais il s'oppose totalement. Pour lui, elle ajournerait la création du nouveau quartier auquel il tient tant et l'Hôtel des Postes auquel il tient également. L'approche patrimoniale de l'Hôtel-Dieu, on va voir ce qui a valeur artistique. Les bâtiments qui ont une valeur artistique ou qui n'en ont pas selon qu'on a affaire aux pro-Hôtel-Dieu ou aux anti-Hôtel-Dieu. Si nous avions perdu le dôme des 4 rangs, nous n'aurions plus sa charpente, qui est quand même très intéressante, ni la coupole qui est en dessous. Là, c'est Auguste Lumière qui s'exprime en 1908. Je vais vous lire. Je pense que nous sommes nombreux dans cette salle à apprécier ces galeries, ce petit cloître du XVIIe siècle. Voilà ce qu'il dit. Il est incontestable que la grande simplicité des galeries donne à l'ensemble un certain caractère archaïque, mais encore archaïque, non dénué de poésie, la nuit principalement, lorsqu'un rayon de lune vient projeter l'ombre des clochers de la chapelle sur le sol des anciens cimetières superposés de l'Hôtel-Dieu. Mais ces impressions faites plutôt du souvenir évoqué que de l'effet artistique proprement dit qui se dégage des édifices, doivent-elles contrebalancer le puissant intérêt matériel qui s'attache à la mise en valeur des terrains ? C'est très important. Pour les anti-Hôtel-Dieu, ce qui compte avant tout, c'est de construire un hôpital neuf où les malades seront bien soignés, correctement soignés, où il y aura de l'air, des arbres, etc. Tout doit s'incliner devant cet hôpital tout neuf. Les pseudo-aspects artistiques ne doivent pas prendre le pas sur l'opération immobilière qui va permettre de payer cet hôpital. Et il ajoute, le désir de leur conservation relève plutôt du snobisme de l'antiquaire que de la préoccupation esthétique de l'artiste. Et hop, une pierre dans notre jardin. La chapelle, voilà ce qu'il en dit. La chapelle, dont la construction remonte à l'année 1650, est d'un art peu affiné, dans laquelle aucun profil n'a de caractère et dont les détails ne sont nullement intéressants par eux-mêmes. Vous voyez l'évolution qu'il a pu y avoir dans la perception qu'on a du patrimoine. Le très joli corps de porche, très élégante entrée de la place de l'Hôpital en 1706 de la Mons, la porte d'entrée du cloître est beaucoup plus intéressante. Elle pourrait d'ailleurs être conservée dans la cour du musée de Lyon. Donc on peut démembrer un édifice, en muséifier certaines parties. Ce n'est pas gênant. D'ailleurs, ça s'est fait longtemps au cours du XXe siècle. Et il dit également, le palais du Quai devait comporter un dôme beaucoup plus élevé que celui qui a été effectivement construit. Le projet de désaffectation prévoit la conservation du palais du Quai en réduisant simplement sa longueur. Vous avez vu qu'on le rabote aux extrémités pour permettre l'ouverture de voies publiques nouvelles. Cette modification est loin de nuire à la conception architecturale du monument. Notre administration ne constate-t-elle pas dans ces conditions un juste et suffisant sacrifice aux choses de l'art et de l'histoire? À chaque fois, ce sont les anti-Hôtel-Dieu, les progressistes qui prononcent ces mots de sacré, sacrifice. Sacré. Alors, manque de peau pour Auguste Lumière. En fait, au XVIIIe siècle, Soufflot, au moment où le dôme est construit, est appelé à Paris. Et l'architecte qui dirige les travaux, Loyer, construit un dôme plus haut que ce qu'avait conçu Soufflot. Soufflot en est fort marri, il en aurait pleuré. Donc, là, on ne le voit plus parce qu'il y a eu en 1944, enfin le dôme a été détruit en 1944 et reconstruit après selon les proportions de Soufflot. Mais en 1908, c'est encore un dôme trop haut construit par Toussaint Loyer. Donc, quand Auguste Lumière pense qu'on va récupérer l'erreur faite par Loyer, il se trompe parce qu'en fait, en rabotant l'aile Soufflot, il aggrave ces différences de proportions.
Alors heureusement, les pro-Hôtel-Dieu sûrement se sont exprimés oralement avant, etc. Mais on commence à voir leurs écrits dans la presse, etc. La destruction de l'Hôtel-Dieu, de sa chapelle, de sa cour d'entrée, de son petit dôme, est une faute archéologique. Et le palais Soufflot ne sera plus qu'un monument diminué. On a quand même cette notion. Les monuments de bon style sont déjà assez rares pour qu'on ne vienne pas détruire un des plus remarquables. Il est bien permis à de vieux Lyonnais de réclamer le respect des beautés de leur terre natale. Alors, surtout que ce sentiment s'allie avec l'intérêt des malades. Les pro-Hôtel-Dieu sont tout en nuances. Ils arrivent à concilier progrès et patrimoine. Les pro-Hôtel-Dieu, au contraire, sont dans la rupture. Ils veulent effacer le passé pour passer à autre chose. Alors, les pro-Hôtel-Dieu sont vraiment très inquiets, si bien qu'ils finissent par afficher une protestation sur les murs de Lyon, où il déclare que l'Hôtel-Dieu est une des merveilles de l'Europe. Je crois que Didier Replin nous le confirmera tout à l'heure. En tant que ce legs de ses ancêtres ne soit pas anéanti par la volonté d'étrangers de passage. Herriot est né à Troyes, il a fait ses études à Paris, son premier poste d'enseignant est à Nancy. Donc là, les vrais Lyonnais, comme on le voit plus loin, se sentent dépossédés par des gens venant de l'extérieur. Et donc, il profère une menace, seraient mis à l'index les constructeurs entrepreneurs et tous ceux osant coopérer, soit à cette démolition, soit à la construction, et leurs noms publiés et affichés. Vous voyez la violence quand même des échanges entre ceux qui font preuve de snobisme d'antiquaire et ceux qui sont prêts à publier les noms. Voilà, donc les vrais Lyonnais, eux, ne demandent au contraire qu'à conserver cet édifice, c'est une page de l'histoire de Lyon que l'on déchirerait. Le directeur du syndicat d'initiative en 1912 s'exprime également. Il fait ressortir la valeur de la chapelle. Quant au pavillon surmonté d'un dôme, son seul défaut est d'être moderne. Les dômes, les flèches, les clochers ne sont jamais trop nombreux dans une ville et ce sont eux qui contribuent le plus à lui donner une physionomie particulière et à lui enlever la banalité. Gardons donc soigneusement ce que nous possédons, puisqu'ils coûtent cher. Alors voici, du coup, je vous ai mis la photographie de tous ces dômes au milieu du XXe siècle. Et ce dôme Pascalon, hormis le fait qu'il soit intéressant, qu'il ponctue la troisième campagne de construction, il est intéressant aussi parce qu'il est représentatif de l'architecture hospitalière de la fin du XIXe siècle, dont on ne prendra compte qu'à la fin du XXe siècle en fait. Et à l'intérieur, il a une structure métallique tout à fait intéressante. Je vous montre quelques photos. Voilà, dans ces bâtiments fin 19e, nous avons des charpentes métalliques et des structures métalliques vraiment intéressantes qu'il aurait été dommage de perdre. Les pro-Hôtel-Dieu font valoir également que l'Hôtel-Dieu est un lieu de mémoire. La chapelle est le seul monument qui soit ici datant de Louis XIII. Les filles repenties y prononçaient leurs vœux. Le cloître, les noms des donateurs, des hospices civils, y sont inscrits en lettres que le temps est. C'est là qu'aux journées tragiques, 1831, 34, 48, 71, on couchait sur les dalles les corps des misérables victimes de nos dissensions. Qu'importe notre art, nos souvenirs, notre histoire aux hommes venus du dehors. Vous voyez l'attaque maintenant. Une opération, il s'agit d'une opération immobilière, ça c'est vrai, et les pro-Hôtel-Dieu perfides soulignent les potentiels bénéfices des démolisseurs, qui se ferait de l'argent, je passe par là assez familièrement, grâce à la générosité séculaire des Lyonnais. Peut-être ceux d'entre vous qui étaient déjà là, enfin qui ont vécu la dernière désaffectation de l'Hôtel-Dieu, se rappellent des débats qui ont eu lieu dans les années 2000 et début 2010. On se disait aussi ces bâtiments construits grâce à la générosité des Lyonnais vont passer au privé. C'était une inquiétude. Il était amusant de voir les parallèles entre les deux à 100 ans d'intervalle. Alors, certains disent l'Hôtel-Dieu aurait pu servir de bibliothèque, musée, muséum. C'était trop simple, ou plutôt sa conservation dérangeait trop de combinaisons. Pensez donc d'abord aux bénéfices des démolisseurs qui auront pour rien de bons matériaux, ces superbes assises des rez-de-chaussée dont le mètre cube ravalé vaut 125 francs, et ces magnifiques escaliers. Mais arrêtons-nous, ces matériaux qui sont par leur quantité capables de servir à l'édification de tout un quartier seront, après revente au bon prix du neuf, utilisés à la reconstruction du nouvel hôpital. Voilà, on accuse de malhonnêteté les démolisseurs. Voici certes, les beaux escaliers 19e de l'aile Soufflot. Effectivement, il y a beaucoup de pierres de taille et de ferronnerie. Cette opération immobilière aussi révèle un combat politique. On va aller vite, je surveille l'heure pour pas... J'ai encore quelques minutes.
Alors voilà, un pro-Hôtel-Dieu qui dit Monsieur le maire a voyagé l'an dernier dans les plaines de Pologne. Il y a pris le meilleur ton des autorités moscovites. Parce qu'Édouard Herriot est monobloc. Il ne lâchera pas. Il veut un nouvel Hôtel-Dieu, un nouvel hôpital, pardon, et il ne veut pas que l'Hôtel-Dieu accueille encore un hôpital. Monsieur Herriot fait la chasse au Christ pour servir les Homais dont il croit dépendre. Monsieur Herriot aspire à remplacer le Conseil des Hospices, indépendant et gratuit, par un fonctionnaire avide et servile. Avec l'hôpital nouveau, il n'y aurait plus de sœurs. Ça a été une préoccupation importante. Noble femme, pour 60 francs l'an, vous soignez les pauvres sans grève ni revendication. Vous voyez que le parallèle est toujours rigolo à faire. Les démocrates d'aujourd'hui ne sont pas des enthousiastes, encore moins des simples d'esprit. Ils aiment les places, les décorations et les traitements. En les appelant jacobins et sectaires, on leur fait trop honneur. C'est parasite qu'il faut dire. Et voilà pour les fonctionnaires et serviteurs de l'État. Alors, M. Édouard Herriot déclare en 1913 « La désaffectation de l'Hôtel-Dieu ne saurait être remise en question. L'Hôtel-Dieu en tant qu'hôpital disparaîtra. On n'en gardera que la partie incontestablement artistique. » Là, il est obligé quand même de composer. Le reste sera sacrifié pour l'opération de voirie. Les Lyonnais peuvent donc être assurés, la grande réforme hospitalière n'est pas en péril. Les conservateurs des vieilles choses à tout prix se flattaient d'avoir circonvenu la municipalité, au point que tous les vieux bâtiments de l'Hôtel-Dieu seraient gardés, qu'on aurait simplement 2 hôpitaux au lieu d'1, qu'enfin tout serait pour le mieux dans le plus pieux des mondes. Vous voyez donc tout l'arrière-plan politique derrière cette désaffectation de l'Hôtel-Dieu. Et pour Vindry, ancien directeur de l'Hôtel-Dieu, pour lui, alors c'est une époque aussi où des médecins font construire des cliniques privées, et il souligne que ce n'est pas seulement d'air, de soleil, des terrasses ou des promenoirs qu'il faut aux malades et aux blessés, c'est avant tout des soins, des interventions, des pansements immédiats et répétés. Les cliniques privées sont toutes installées au centre de la ville, là où résident les médecins, qui habitent généralement place Bellecour ou dans les rues adjacentes. Il faut donc que l'Hôtel-Dieu, qui est la clinique du pauvre, il faut agir de même. C'est-à-dire qu'il faut que l'Hôtel-Dieu, qu'un hôpital reste au centre de la ville, là où sont les pauvres. Alors, tous ces débats poussent quand même à aménager les projets. Je vous ai montré tout à l'heure le plan de juillet 1918 dû à Tony Garnier. Donc, c'est pour ça que nous retrouvons le dôme du XVIIe siècle, avec quelques rangs. La chapelle est sauvée, la partie Pascalon est gardée en partie, mais vous avez vu que le réfectoire, l'escalier, etc. sont détruits. Un hôpital est conservé ici, et il y a des rues et des jardins pour amener la clarté, l'air et la lumière au centre de la ville de Lyon. Voilà ce que ça donne en élévation, en vue à 110 mètres au-dessus du sol. Oui, parce que je crois que j'aurais dû vous montrer. Il y a là l'hôtel des postes, qui est un équipement moderne dont Herriot veut doter la ville de Lyon, ainsi que le nouvel hôpital. Et il y a ici la partie postale, le service des téléphones ici, et l'installation des télégraphes. Donc les 3 services sont éclatés dans 3 corps de bâtiments différents. Voilà ce que ça donne en élévation. Donc l'aile soufflot rabotée, nous avons la chapelle du XVIIe siècle, l'odôme du XVIIe avec 2 des ailes. L'entrée des frères de Lamons père et fils est conservée. Et voilà un bâtiment moderne tout à fait impressionnant sur la rue Childebert, le dôme Pascalon. Ici c'est détruit, j'ai essayé. Voilà. Vu depuis le pont Wilson, c'est toujours dû à Tony Garnier. Ici, la rue Childebert. On voit bien le dôme des 4 rangs parce qu'une partie de l'aile soufflot a été démolie, une place est ménagée et ça permet de voir le petit dôme. J'ai essayé de prendre une photo, une bien mauvaise photo d'à peu près du même plan. Je suis sur le pont Wilson. Ici, la rue Childebert. Donc cette partie-là aurait été démolie afin de pouvoir voir en même temps la partie de soufflot et puis les 4 rangs et bâtir ce nouvel hôtel des postes. En 1933, cette affaire n'est toujours pas réglée.
Donc ici, nous avons encore une puissante diagonale qui est percée depuis la place de l'Hôpital jusqu'au pont de la Guillotière. Il n'y a plus la diagonale, pardon, qui permet d'aller vers le pont Wilson, et ça, les monuments historiques s'en réjouissent. Une grande partie des bâtiments sont conservés. L'entrée des Delamont s'est détruite. Une partie des... Enfin, je crois que vous avez compris le raisonnement général. Un peu plus tard, enfin non, c'est la même année, là on voit que la partie Pascalon a beaucoup souffert. Mais l'entrée des Delamont est sauvée. Et on a un peu plus des 4 rangs. Et finalement, bon, la charité est également menacée. On en parle en 1913, en 1920 et autres. Finalement, ce sera la charité qui sera condamnée. Voici une photo de la place centrale. Je pense qu'on a perdu quelque chose quand même. Alors, bon, ça c'est le dossier inventaire, on s'en fiche. En 1931, Monsieur le ministre déclare qu'il a l'intention de doter la ville de Lyon d'un hôtel des postes muni de tous les perfectionnements modernes, et estime que pareil établissement vaut bien quelques sacrifices. On est toujours dans ce domaine-là. En conséquence, il préférerait quant à lui qu'on lui livrât l'emplacement nu, ne se souciant pas beaucoup des bâtiments actuels qu'il croit ne pas devoir avoir une grande valeur. Voilà. Alors certes, toutes les cours n'avaient pas le même intérêt, mais bon, voilà la démolition en 1934 et le clocher qui est sauvé in extremis. Et derrière, nous voyons la poste de Michel Rouchepitz. La charité étant détruite, il faut pouvoir conserver toutes les boiseries, les objets, les cheminées magnifiques qu'il y avait à l'intérieur. Le musée des Hospices civils est créé en 1934 et installé dans 2 ailes 17e de l'Hôtel-Dieu. Voilà, quelques vues. Là, c'est un monument à Marc Panisseau, riche donateur de la charité, dont on a transféré le monument là. Je regarde l'heure, l'évolution des projets et le rejet, puis la prise en compte du dispositif patrimonial. Ça, c'est quelque chose qui se fait surtout à partir du 2e quart du XXe siècle. Ça se fait petit à petit. Il y a le grand dôme et la façade. Alors, c'est assez complexe, en fait. Ça se fait par petites doses. Il y a certaines parties classées, d'autres inscrites. Il y a des cours qui sont nommés dans des arrêtés, mais elles ne portent pas vraiment le bon nom, parce que tous les bâtiments, toutes les cours, depuis l'origine, ont changé souvent, plusieurs fois de nom, ce qui ne facilite pas le travail de l'historien. Enfin, ça, c'est un détail. Et donc, le dôme de Soufflot et le dôme du 17e sont classés en 1939. La chapelle du 17e l'est en 1941. Et puis, alors, vous voyez les 4 travées de baies situées à droite et à gauche de l'entrée de la chapelle, rue de l'Hôpital. Ça, il y a une erreur dans les rédactions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 travées de baies situées à droite. Enfin, il y avait plein de petites choses un peu gênantes dans ces protections successives. Le grand réfectoire et son entrée sont protégés. Les façades, toitures, galeries, des bâtiments entourant 3 cours. Je vais aller vite là-dessus. Et les galeries intérieures du Grand Dôme, à nouveau des classements en 1944. Voilà ce que ça donne sur une carte établie par Archipat en mars 2011. Une fois que la désaffectation a été faite, on fait le point sur les protections. Vous voyez qu'il y a des choses assez complexes. Donc, vous voyez bien les 2 dômes là, la chapelle, le réfectoire et puis les inscriptions. Voilà ce que ça donne d'une autre façon. Au XXe siècle, je voulais vous dire que aussi le passage de l'Hôtel-Dieu est démoli en 1959. Vous vous souvenez peut-être de la photo du début. C'est un peu dommage aussi. À la place est élevé un immeuble de Jacques Perrin-Fayolle, Grand Prix de Rome en 1950, qui a dessiné la façade, mais pas l'arrière, m'a précisé Didier Replin. Et donc, bon, à l'arrière, c'est un petit peu moins sympa, moins dessiné. Bon, mais ce n'est pas dû à Jacques Perrin-Fayolle. Le XXe siècle s'attache à mettre en valeur la grande aile Soufflot par des éclairages, etc. Et enfin, en 2011, le 22 novembre 2011, le classement en totalité se fait, façade, toiture, intérieur, tous les niveaux du sous-sol au comble, les sols des cours, les galeries. C'est un classement total qui permet d'harmoniser toutes ces anciennes protections et de mieux gérer l'édifice, parce que c'était un peu compliqué. Voilà. Et enfin,
pour terminer ma contribution, je vais citer Édouard Herriot qui dit en 1912 « Les destinées municipales sont forcément courtes et les opérations de cette nature forcément longues. Ce ne sera vraisemblablement pas moi qui effectuerai la transformation du quartier de l'Hôtel-Dieu. » Et ceci me permet de passer la parole à Didier Replin. Il va me succéder. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou vous préférez peut-être qu'on écoute Alors je vais peut-être prendre le micro. Didier Replin qui va nous apprendre plein de choses. Ça a été beaucoup d'informations dans assez court, mais comme tout est disponible via les dossiers électroniques et les articles, je pense que si vous voulez vous replonger dans cette atmosphère, vous pourrez le faire à tête reposée. Ça vient de marcher. Très bien. Merci beaucoup, Véronique. Belle. J'ai appris beaucoup de choses. C'était passionnant. Parce qu'évidemment, travaillant sur l'Hôtel-Dieu, ce n'est pas forcément la période de Tony Garnier, mais vous voyez que l'histoire est mouvementée, si on peut dire, pour cet Hôtel-Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je me demandais, mais qu'est-ce que je viens faire là, lié à Tony Garnier? Et en fait, le directeur des archives municipales nous a dit, en fait, entre Tony Garnier et vous, vous avez reçu le même programme, qui était la reconfiguration d'Hôtel-Dieu, simplement avec deux réponses différentes. Alors l'idée, c'est de vous montrer pourquoi il y a deux réponses différentes, et en fait, c'est surtout lié à l'évolution de la notion de patrimoine en France, qui évidemment a beaucoup évolué, comme vous voyez. Vous savez, on dit toujours, par rapport à la dernière phrase d'Édouard Herriot, le problème qu'on a avec le patrimoine, c'est qu'il a été fait pour des générations. Et aujourd'hui, les projets sont faits pour des élections. Ce n'est pas le même calendrier. C'est pas le même calendrier et c'est là où se pose le problème. Si bien que je vais vous montrer justement d'autres aspects et surtout d'essayer de vous montrer derrière ce patrimoine quels sont les messages. Parce qu'on ne parle jamais de qu'est-ce qu'est des gens qui ont travaillé là et pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Donc j'axerai surtout là-dessus. Alors simplement pour vous remontrer l'ensemble du site, vous voyez c'est énorme, pour vous donner simplement une idée de dimension, ici, on est sur une parcelle qui a 2,3 hectares, 51 000 mètres carrés. Et l'unité de mesure à l'Hôtel-Dieu, ça n'est pas le mètre carré, c'est l'hectare. Il y a 6 hectares de façade et 2 hectares de couverture. Donc c'est déjà un site, c'est le plus grand projet de réhabilitation en France d'un monument classé. Alors comme Véronique Belle vous l'a montré, voilà ce projet assez incroyable. On est en 1905. Alors il faut vous dire, 1905, c'est avant la loi sur les monuments historiques et de 1913. Donc il n'y avait aucune loi de protection des monuments historiques, à part les listes établies par Prosper Mérimée, les listes de 1840, 1856 et 62. Mais il n'y avait pas vraiment la conscience de ce genre de choses. Aujourd'hui, ça paraît évidemment, un peu, comme disait Véronique, un peu invraisemblable qu'on arrive à démolir tout ceci. Mais voilà qu'était le projet. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'on tergiverse pendant 15 ans. Par bonheur, je dirais, par bonheur, c'est pas le terme, parce que la guerre a stoppé toute réflexion là-dessus, à partir de 14, mais on a tergiversé indéfiniment, et c'est comme ça qu'en 1920, Tony Garnier, qui était toujours là, on lui demande de faire un deuxième projet sur l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire que le premier gardait certes l'aile Soufflot et le Grand Dôme, mais celui-ci qui avait été payé par les recteurs et la ville de Lyon était démoli, ce qui était quand même une faute diplomatique vis-à-vis de la municipalité. Donc il disait, vous auriez quand même pu garder celui-là. Donc il refait le projet qu'on vient de vous montrer, celui-ci. Mais là aussi, c'est une notion assez anecdotique du patrimoine. Est-ce que vous voyez qu'il ne garde, je dirais, l'aile sud, mais il démolit l'aile est et l'aile nord. C'est-à-dire c'est sans la compréhension du tout de ce que c'est qu'un dôme,
dans un hôtel-dieu à partir du 4 rangs. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on parlait esthétique, on parlait histoire, on parlait rentabilité financière, mais il n'y a pas l'âme du monument. On ne sait pas à quoi il correspond, on ne sait pas pourquoi il est là. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est justement, moi j'ai découvert en faisant la restauration qu'il y avait bien d'autres choses derrière qui étaient très intéressantes. Alors l'hôpital, c'est la charité, comme vous l'avez vu. On dit, les cours n'étaient certes pas tous de la même acabit, mais c'était un grand chef-d'œuvre du XVIIe pour Lyon. Quand on voit ce qu'on a sauvé les 3 salons de l'intérieur, c'était quand même Marc Chabry II, le meilleur ébéniste au XVIIIe. Il y avait des trésors de peinture, de sculpture et autres, et tout a disparu. Il ne reste que 3 pièces. Donc c'est assez impressionnant. Ça ne serait plus le tout pour remplacer, ben voilà, la construction. Et alors ça, c'est immense parce que l'hôpital de la Charité était beaucoup plus grand que la Poste. Parce qu'il partait ici de la Poste Saint-Ouen-Poncé et allait jusqu'à la rue Salat. C'est-à-dire aujourd'hui, la Charité comprenait la Poste, les impôts et le Sofitel. Donc il allait jusqu'à la rue Salat. C'est un énorme bâtiment qui était super. Et alors c'est comme ça, je dirais peut-être pour éviter, parce que ce qui est un peu impressionnant, c'est que ce grand bâtiment, on commence à avoir l'idée de le protéger qu'en 1939. 39 et on ne protège que 2 dômes, en 41 on protège que la chapelle et en 44 on fait un tri dans ce qu'on a envie de garder ou pas. C'est une notion de patrimoine qui est quand même extrêmement anecdotique et extrêmement partielle et parcellaire surtout. Alors en 2011, ça c'est une chose qui a été demandée parce qu'en en fait personne ne voulait une protection. Non seulement Édouard Herriot, comme Véronique vous l'a rappelé, mais les hospices civils, personne n'en voulait. Il fallait nous laisser tranquilles à travailler à l'Hôtel-Dieu. Et finalement, c'est les hospices, les Eiffage qui s'occupaient du projet, qui ont demandé l'extension de la protection. Et ce qui est vrai pour avoir un seul statut, parce que c'était ingérable avec des statuts d'inscription, de classement et de rien du tout. Et là, vous savez que ça passe en commission nationale, et ça, je peux vous dire, c'est extrêmement rare. Dans 40 ans, je n'ai jamais vu ça. À l'unanimité de la commission nationale, ça a été protégé. Je peux vous dire, dans les commissions, il y a toujours un grincheux qui est contre. Mais là, ils ont tous été d'accord pour protéger en totalité l'Hôtel-Dieu. Alors ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes protégé que partiellement ou inscrit, vous êtes d'intérêt régional. Mais à partir du moment où vous êtes protégé en totalité, l'Hôtel-Dieu est devenu une page de l'histoire de l'architecture en France. Ce qui n'est pas du tout le même niveau. Et c'est là, c'est intéressant, c'est cette notion de globalité et qui fait comprendre beaucoup mieux le patrimoine. Et ce que je voulais vous montrer justement, c'est qu'à travers les siècles, c'est cette continuité qui l'a sauvé et qui lui donne toute sa valeur. Alors vous savez que le concours a eu lieu, c'est Eiffage qui a été retenu. C'était un concours un peu particulier puisqu'il fallait des promoteurs, investisseurs, constructeurs et maîtrises d'œuvre. Donc Eiffage et investisseurs et promoteurs et constructeurs. L'hôtel, le programme était simple, hein, hôtel, commerce, bureau. C'était tout. L'hôtel, c'est Intercontinental qui a été choisi et Générim, c'est le promoteur d'Intercontinental. Et puis un groupe d'architectes formé par Albert Constantin et Claire Bertrand, c'est le groupe AIA, pour tout ce qui est contemporain, c'est-à-dire l'aménagement à l'intérieur des bâtiments et les créations contemporaines rue Bellecordière. Et puis à l'époque, il était, quand on a commencé, partiellement classé, donc moi-même pour la partie patrimoniale. Pour vous donner, chez Albert Constantin, ils sont montés jusqu'à 25 personnes et chez nous entre 10 et 15. Donc c'était une énorme équipe pour s'occuper de ce concours. Et comment on fait ? Je dois vous dire, je me suis perdu pendant des mois et des mois. Pourquoi ? Parce que si vous avez connu l'Hôtel-Dieu, c'était rempli de placo-plâtre. Et il y avait des faux plafonds partout, des fausses cloisons partout. On se promenait dans une boîte en plâtre. Et on voyait rien. Donc on a fait en fait notre projet en aveugle. Sauf heureusement, les photos anciennes nous permettaient de savoir. Et puis j'ai eu la chance d'avoir 2 historiennes. Je ne suis pas du tout historien, pardon pour les erreurs que je peux faire, mais 2 historiennes, qui est Frédéric Malotto et Ombline Daboville, qui ont étudié ça pendant 8 mois. Essayer de faire le tour de tout, grâce d'ailleurs aux archives municipales, départementales et autres. Alors, je vais faire un résumé, parce que je vais vous le résumer en quelques lignes, mais surtout en tirer qu'est-ce qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'est un défi entre Lyon et la santé. Ça date depuis très longtemps, puisque ça remonte à Childebert et Ultregotte, sa femme. Mais ça n'était pas ici, ils étaient sur la Saône, à peu près là où est le Conservatoire de musique, national de musique. On ne sait pas grand-chose sur le bâtiment, on sait simplement, ce que j'aime bien, c'est le message. Il fallait accueillir les nécessiteux. Mais les nécessiteux, à cette époque-là, pouvaient être un pauvre, un malade, un pèlerin, un visiteur. Et on les réunissait tous. On ne sait pas grand-chose, ça devait être en bois pour la plupart. Et on arrive ici au XIIe siècle, c'est le deuxième défi. Et qui arrive ici ? Les frères pontifes,
comme son nom l'indique, il venait de construire le pont, qui était la seule liaison avec l'extérieur. Et ses frères pontifes avaient cette vocation-là. L'image est belle. Accueillir celui qui arrive de l'autre côté de la rive. Qui pouvait être un malade, un visiteur, un pèlerin ou un pauvre. Et ça, c'est très beau, c'est cette image-là. Donc, ils les accueillaient à partir d'ici et ils ont construit ce bâtiment où ils réunissaient tout le monde. Ils les réunissaient tellement qu'ils les mettaient 4 par lit. Vous imaginez le turnover, comme on dit en français, le renouvellement assez rapide entre les épidémies et autres. Donc, ils étaient là. Et cette façade que vous avez ici avec ces fenêtres gothiques, elle existe encore. Elle a été transformée après en porte. Mais si vous allez dans la galerie qui passe là, comme vous l'a montré Véronique, vous verrez les fenêtres du 15e. Donc on a encore le bâtiment médiéval. On ne le dit jamais assez, mais pendant toute la période médiévale, ce sont les communautés religieuses qui s'occupaient et de la santé, et de l'aménagement du territoire, et de l'éducation. La société civile n'arrive qu'à la fin du 15e. Avant, ce n'est que des communautés. Ce n'était pas des ordres monastiques classiques, c'était plus comme des laïcs consacrés. D'ailleurs, les frères pontifes, vous le retrouvez au Pont d'Avignon. Pont d'Avignon, c'est les frères pontifes. Saint-Bénézé était frère pontife. Vous trouvez à Pont-Saint-Esprit, il y avait un Lazaret de l'autre côté. C'est toujours le même principe d'accueillir celui qui arrive de l'autre côté de la rive. Ça a duré pendant du 12e jusqu'au 15e. Fin 15e, je dis les dates en gros parce que c'est trop difficile. La société civile décide de construire un hôpital moderne. Comment elle fait? Il faut acheter des maisons. Donc elle achète des maisons et elle construit cet hôpital en croix. C'est le début de l'hygiénisme. On estimait que le soleil était curatif, c'est-à-dire qu'il fallait une cour de chaque côté de la salle des malades. C'est pour ça que vous avez chaque fois une aile, une cour, une aile, ainsi de suite, tout autour. Et au centre était la chapelle surmontée d'un dôme. Alors petit à petit, ils ont fait une chose très, très à la mode, mais pour cette époque assez moderne, c'est-à-dire ils ont fait une opération tiroir. Au fur et à mesure qu'ils construisaient celle-ci, ils déplaçaient les malades et ils les mettaient là. Donc on a démoli tout le bâtiment des frères pontifes uniquement quand les derniers malades étaient installés dans l'hôpital du 17e. Et à ce moment-là, on construit la chapelle, qui est plus petite d'ailleurs. Vous voyez que les frères pontifes, ils venaient jusque-là. Donc c'est plus petit. Et puis dès le début, donc voilà le petit dôme, le dôme du 17e, j'aime mieux que petit dôme, et je suis comme vous, Véronique. Et puis avec les 4 ailes qui donnent l'expression. Et puis là, c'était la galerie marchande parce que l'Hôtel-Dieu a toujours vécu et des commerces et des donateurs. Donc c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui pourquoi il y a des commerces, mais il y en a toujours eu. Depuis l'origine du 12e, l'économie se faisait par ça. Mais la galerie ici, c'était la galerie des bouchers. Vous devinez qu'à côté d'un hôpital, ce n'était pas très agréable. Donc c'est devenu la galerie des bijoutiers, c'est beaucoup plus raffiné et élégant. Et elle sera effectivement démolie qu'en 1959. Le petit dôme lui-même, vous l'avez déjà vu cette photo, avec ses 4 rangs et les cours de chaque côté. Et c'est vrai qu'il est loin d'être petit, parce qu'une énorme élévation, il a d'ailleurs été surélevé pour être encore plus visible, de 8 mètres, mais je vous en reparlerai, et qui est flanqué de ces 4 tourelles, ce qui est une originalité pas banale. Quel était le principe? Le principe était celui-ci dans les salles des malades. Les salles de malades qui avaient un plafond très haut, 7,80 m, 7,60 m à peu près. Et en bas, les petits carrés, ce n'est pas des lits à baldaquin, c'est des lits à courtines. On ferme les courtines pour avoir plus chaud. Les fenêtres sont hautes pour éviter les courants d'air de part et d'autre. Et au milieu, vous aviez l'hôtel qui était là en bas, surmonté, vous voyez, d'une première coupole et ensuite d'une sorte de cheminée. Pourquoi? Parce qu'arrivé là, vous aviez des trappes, on peut y accéder de l'intérieur, et on ouvrait les trappes et ça servait de ventilation. Et c'était la manière d'hygiéniser, si on peut dire, de purifier l'air vicié. Pourquoi? Parce qu'il fallait lutter contre les microbes. Les microbes qu'on appelait les miasmes, qui étaient évidemment dans les lits. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais le principe était là. Et je trouve assez sympathique. Donc les miasmes qui étaient dans les lits étaient d'abord supposés monter au plafond. Arrivés au plafond, ils étaient littéralement aspirés par la gaine de cheminée, bénis au passage et ressortaient. Et ça paraît anecdotique, mais c'est le début de l'humanisme dans les hôtels-dieux. Il faut soigner le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est une notion extraordinaire, extraordinairement moderne, qui n'existait pas avant. Et on soigne les deux. Le résultat, l'Hôtel-Dieu de Lyon, contraire aux statistiques plus tard, avait 4 fois moins de mortalité que les autres hôpitaux réglés, parce qu'il y avait cette purification de l'air vicié qui se passait uniquement par là. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que c'est ça que je veux dire, c'est que derrière, il y a une volonté, il y a une conception, il y a un hôpital moderne, il y a une notion d'hygiénisme, et puis une notion humaine extraordinaire, parce que c'est une vraie compréhension de l'être malade, qui n'est pas qu'un corps, et qui a une âme et un esprit. Alors vous savez, à Lyon, quand les immeubles sont de Lyon, on dit qu'ils sont lyonnais, et bien sûr de nulle part ailleurs.
C'est pas tout à fait vrai. Alors avec Albert Constantin et son équipe et la nôtre, on a pris 2 bus et on est allé faire les hôtels-dieux en Europe. On les a pas tous faits. On est parti. Le modèle, c'est Milan. Le plan en croix, vous le lisez directement. C'est devenu une université. C'est Milan et Mantoue qui sont les premiers. Mais Milan, c'est 1456, c'est-à-dire c'est milieu 15e. Si vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, à gauche de la basilique, c'est un parador qui est sur le plan de l'hôtel-dieu de Lyon. Exactement. Et le plus intéressant, Lyon, c'est difficile de donner des dates, mais c'est 1620-1650. Eh bien, 30 ans ou 50 ans plus tard, Turin copiera Lyon exactement. En sens que, alors on est allé évidemment avec une bande d'architectes, ils étaient tous des maîtres, on a mesuré, c'est un copier-coller de l'hôtel-dieu de Lyon. Et notamment, vous voyez qu'au centre, il y avait une chapelle qui est flanquée de 4 tourelles. Eh bien, c'est les 2 seuls, je dirais en Europe, c'est Lyon et Turin qui sont flanqués. Et vous verrez, je vous montrerai l'astuce et le génie d'avoir conçu cette conception-là de 4 tourelles. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est pendant tout le XVIIe, ce qui est très intéressant. On arrive au XVIIIe, et vous allez voir, je vous parle d'autre chose. Ça, c'est pas à Lyon, c'est à Naples. Vous allez voir pourquoi. À Naples, vous avez le roi de Naples qui s'appelle Charles de Bourbon, qui a une petite connotation française quand même. Il construit Caserta, qui est le Versailles napolitain. Alors évidemment, il prend les meilleurs architectes de l'époque. L'un s'appelait Vanvitelli et l'autre Fuga, F-U-G-A. Et il dit à Fuga cette très belle phrase. « Je construis un palais pour les nobles, je veux construire un palais pour les pauvres. » Et il lui demande de construire l'auberge royale des pauvres, 700 mètres de long. Avec toujours le même principe des salles de malades court et en croix de Saint-André, la grande église pour la ventilation de l'hôpital. C'est assez extraordinaire comme conception. Les 2 cours extérieures ne seront jamais construites. Si vous allez à Naples, le voici dans Naples. Vous voyez qu'il est 400 mètres de long encore. Il n'a plus que 3 cours. L'église ne sera jamais construite, en fait, jamais terminée. Et le voici en façade. Alors le hasard veut que je m'en occupe également. Donc on vient de restaurer la façade. Et pourquoi je vous en parle? C'est que Fuga était un grand ami de Soufflot. Et les 2 ont étudié exactement en même temps, 1741-1742 pour la construction, si bien que la gravure que vous connaissez tous, celle-ci, eh bien, je l'ai trouvée à la mairie de Naples. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils échangeaient. Ils n'allaient pas pour des mondanités ou des cocktails mondains, ils allaient travailler ensemble. Et tous les 2, plus d'autres, ont créé ce mouvement des grandes architectures sociales du milieu du siècle des Lumières. Il y en a à peine une quinzaine en Europe. Mais ça a tout de suite marché. Par exemple, à Londres, vous voyez, ils ont mis le même nombre de cours qu'à Naples. Alors, c'était St. Thomas Hospital sur la Tamise, en face de Westminster. Ne le cherchez pas, les Anglais ont tout démoli. Il reste 3 pans de mur. Mais c'était un hôpital extraordinaire, construit sur le même principe. Et si vous allez à Moscou, eh bien, le grand hôpital de Moscou est sur le modèle du grand hôtel-dieu de Lyon. Pourquoi? Parce que le tsar écrit en 1760 et quelques « Je veux aller à Lyon, voir le nouvel hôpital de M. Soufflot ». Et en rentrant, il dit « Ce sera le modèle dans toutes les provinces de la Grande Russie ». Alors, j'ai fait ces derniers temps beaucoup de visites. Et dans les visites, je suis tombé sur un franco-russe qui s'est absolument passionné pour ça. Tous les mois, il me dit « J'en ai retrouvé un à Kiev, à Saint-Pétersbourg ». Il m'envoie tous les modèles du Grand Hôtel-Dieu en Europe. Et ça, on n'imagine pas à quel point. Et le Grand Hôtel-Dieu de Lyon a rayonné dans toute l'Europe par ce principe d'édifice intelligent, d'édifice social et avec d'édifice qui avait su construire. Alors, la médecine faisait que des progrès. Pour le côté de l'âme, on mettait une chapelle. Regardez ce petit hôtel-dieu, qui est une petite merveille, on dirait un petit palais. Vous comprenez ce que voulait dire le palais pour les pauvres. Ce petit palais d'hôtel-dieu, il est à Carpentras, dans le Vaucluse. Et il est lié à un personnage extraordinaire, une petite parenthèse rapide, à Monseigneur d'Inguimbert. Monseigneur d'Inguimbert était le secrétaire particulier de Clément XII. Clément XII est le pape qui a le plus construit à Rome. La fontaine de Trévi est de Clément XII. Et Clément XII, en parlant de lui, dit « c'est le plus humaniste ». C'est le plus cultivé, c'est le plus littéraire, c'est le plus diplomate. En fait, il voulait le nommer cardinal pour qu'il lui succède. Levé de bouclier des cardinaux italiens, on a déjà donné un siècle de pape français en Avignon, ça suffit. Et ils lui interdisent de nommer cardinal. Et Clément XII cède. Il envoie le pauvre archevêque de Carpentras, où il y avait 2 pelés et 3 tondus. Mais d'Inguimbert avait connu tous les milieux savants de Rome. Et à Rome, vous aviez la première bibliothèque scientifique en 1670, qui était chez les Minimes, à la Trinité-des-Monts, ça va au-dessus de la place d'Espagne. Et là, ce n'était pas une bibliothèque ordinaire, c'était un cabinet de curiosité. Il s'intéressait à tout.
il y avait les premiers botanistes, les premiers plumiers, tous les grands botanistes du 18e sont passés par là. L'astrologie, l'optique, ils étaient très forts en optique, ils s'intéressaient absolument à tout. Alors, à peine arrivé ici, il construit un palais pour les pauvres. Vous voyez, voilà ce qu'il construit pour l'Hôtel-Dieu. Regardez comment il accueillait les malades. En histoire de l'art, on m'a toujours dit que le plus bel escalier Louis XV, c'est l'hôtel de Soubise à Paris. Il est nul à côté de celui-là. Celui-ci est extraordinaire en façon de construire en demi-voûte, là, avec des marches monolithes absolument super. Parce qu'on disait une chose simple, la beauté est la première marche de la guérison. Tout devait être beau. Et là, vous allez voir qu'à l'Hôtel-Dieu, c'est ce principe qui a été appliqué. Tout doit être beau, même pour les choses les plus utiles. Pourquoi ? Parce que la beauté vous apporte la sérénité et la force de supporter la souffrance. C'était le principe tout simple. Il fallait mettre l'esprit des gens dans un état de sérénité. Alors évidemment, à Dinguimbert, on lui érige une statue qui est devant son Hôtel-Dieu. Mais ce que j'aime bien, c'est ce qu'on met sous la statue en parlant de lui. Ces libérales mains ont laissé dans le Vaucluse le pauvre sans besoin et l'ignorant sans excuse. On n'avait pas le droit de ne pas être ouvert d'esprit, de ne pas s'intéresser à tout, de ne pas être curieux. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'est né l'Hôtel-Dieu de Lyon, dans cet esprit d'ouverture maximum. Vous savez, à ce moment-là, on mélangeait la science, on mélangeait toutes les sciences. Il n'y avait pas de ségrégation entre les disciplines. Et donc, ça donnait quelque chose, par définition, de cohérent. Soufflot arrive. Il n'a que 27 ans. Il revient d'un voyage avec le marquis de Mérigny à Rome, il n'a que 27 ans. Tout ce que vous voyez de l'œuvre de Soufflot, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui a construit ça. Alors, comme vous l'a montré Véronique, il construit. Mais alors, au milieu, je dis en riant, des propriétaires récalcitrants ont refusé de vendre leur maison. Vous voyez la générosité de Soufflot, il n'a jamais connu sa façade. Quand je vous dis que le patrimoine est fait pour des générations, il n'a jamais vu ni sa façade, ni la fin du dôme, puisqu'il l'a laissé à d'autres. Mais il a construit les deux avant-corps, ils sont déjà là, et tout est construit ici. Alors voilà, au 18e, ce qu'il lance, il lance un chantier absolument fabuleux, et je vous montrerai les détails de construction. Au 19e, Pascalon, l'architecte, construit ce dôme que vous a montré également Véronique, avec un plan très classique, vous voyez l'élévation, et c'est très intéressant parce que Pascalon suit les niveaux, tous les niveaux qui existaient. Donc ça a toujours été fait en continuité. Et la première chose qu'on a découvert au moment où on a fait le classement général, c'est l'authenticité de l'Hôtel-Dieu. Le cloître que je vous ai montré au début n'a jamais bougé de forme depuis le 12e. Vous savez, à Lyon, ce n'est pas la peine de dépenser si ça peut servir encore. Donc là, c'est l'authenticité absolue. Et ce qui a beaucoup compté sur la façon de la valeur de l'Hôtel-Dieu. Le pauvre n'était pas au bout de ses vicissitudes. 4 septembre 1944, le dôme brûle. Il n'y avait personne pour l'empêcher, il brûle pendant 8 jours. Et voilà ce qui est resté de la charpente, une charpente en chêne qui avait complètement... Et pendant 15 ans, les Lyonnais n'ont connu que cette silhouette de l'Hôtel-Dieu avec des toits en tôle par-dessus. C'est deux de mes prédécesseurs qui sont occupés de l'Hôtel-Dieu. D'un part, c'est André Donzé de 1944 à 1973, et après Jean-Gabriel Mortamé de 1973 jusqu'à sa retraite. Et Donzé a lancé un projet assez révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi ? Parce que la partie supérieure du dôme, vous avez vu les flammes et le calcaire avait brûlé, était trop fragile pour remettre une charpente dans cet espace-là qui aurait toujours eu des poussées latérales. Donc il ne fallait que des poussées verticales. Et il a pris le principe d'avoir 2 coupoles en béton, une ici et l'autre là, nervurées, comme vous voyez, pour ne peser que comme un couvercle, tout simplement. Donc ce projet a été accepté, qui est moderne. Cet espace-là est absolument fabuleux, le voilà. On se croirait, là on a mis un projecteur pour éclairer, parce qu'on est noir. Et on voit juste les éclats de lumière, des ventilations. On se croirait, vous savez, dans les gravures des prisons de Piranèse. C'est tout dans le noir, on voit des éclats. Mais je peux vous dire que quand on prend cet escalier et qu'on arrive en haut, on est au propre comme au figuré aux anges. On est au pied des anges du dessus avec une vue extraordinaire. Et dessous, donc, on a créé cette superbe coupole. Alors, après la guerre, ça s'arrêtait là. Ça, c'est en pierre, ça, c'est en béton. Le médaillon est en pierre ici, il est en stuc là. Et quant au balcon ici, il est en fibre de verre. Et au-dessus, sur le balcon, vous avez toutes les ventilations pour ventiler les salles des malades. Ça n'a pas bougé. Et je peux vous dire, ça marche admirablement. Je vais même vous montrer une chose qui est pas banale, parce que l'Hôtel-Dieu, c'est des leçons d'humilité permanente. Dernière chose, en 1959, on vous a montré la démolition de ça. Donc la galerie, c'était effectivement la galerie des bijoutiers.
Et quand vous voyez l'intérieur, comme le passage de l'Argue ou le passage Vivienne à Paris, la devanture qui est là est de Majorelle. Toutes les devantures de Majorelle sont classées monuments historiques aujourd'hui. Donc vous voyez que l'évolution du patrimoine, elle a beaucoup évolué dans le sens d'une vision générale et non pas de l'anecdotique, du partiel, et plus faire de ségrégation entre les éléments, mais comprendre quel est le message derrière ces choses-là. Et comme je le disais, c'est que vous voyez, quand on commence à démolir, ça serait bien de connaître le projet avant, parce que si c'est pour le remplacer par ça, on n'a pas gagné. Voilà un des problèmes. Et Véronique a bien fait de souligner, elle n'est pas de Perrin-Fayeul. Pourquoi ? Parce que le promoteur dit à Perrin-Fayeul, qui est Brie de Rome, vous allez vous occuper que de la façade rue Childebert. Parce que derrière, il y a un immeuble tout sale, sans intérêt, c'est l'Hôtel-Dieu. Donc ici, et c'est comme ça que c'était décrit. Donc ici, personne ne l'a dessiné, c'est de l'architecture de l'air conditionné, comme vous voyez, avec toutes les unités, mais c'est tout. Le résultat de l'histoire, c'est un fabuleux patchwork. Ce que vous avez en rouge, c'est de l'époque médiévale, en jaune le 17e, en orange le 18e, bleu clair 1820-1840 et bleu foncé 1880-1900. Et en vert, tout ce qui est dans les cours ici, tout le 20e. Ça ne va pas beaucoup vous rassurer, il n'y a absolument rien à garder du 20e. Et là, c'est intéressant, il n'y a plus de continuité d'humanisme. Mais je le dis en souriant parce que vous allez voir, c'était tous les laboratoires. Tous les laboratoires, Dieu merci, amiantés à 120%, il a fallu tout démolir. Et ça nous a libéré toutes les cours. Ce qui est évidemment intéressant, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais dans le conseil d'administration des hospices, il n'y a plus de la majorité de médecins qui ne voulaient plus continuer à travailler là. Mais quand on a commencé à voir ça, l'histoire, derrière, on s'est aperçu qu'il y avait des hommes et des femmes absolument fabuleux, qui avait non seulement cherché, mais trouvé. L'antisepsie, Antonin Poncet, Desto, la première radiographie, Amédée Bonnet, les sections tendineuses et musculaires, l'orthopédie. Découvert énormément de choses et trouvé beaucoup de choses. Et vous avez ici, bien sûr, Tony Garnier, Mérieux, son premier laboratoire, et Léon Bérard, la première cabine de chimio, on a une photo, est installée dans le Grand Dôme. Donc ça a toujours été un lieu de recherche, un lieu d'attention pour ces choses-là. Et puis il y en a des gens qui ont totalement disparu, les Jussieu, qui avaient créé la première compagnie des apothicaires en France. C'est l'oncle et le neveu. Ils ont exercé pendant un certain temps, ils sont allés construire l'université de Jussieu à Paris et la compagnie a disparu, des apothicaires. Et ça serait intéressant à refaire parce que Rabelais, qui est beaucoup plus venu ici pour imprimer Gargantua que pour soigner, mais avait apporté les 60 premières plantes pour faire les onguents, les pommades qui étaient faits par les sœurs hospitalières et les baumes qui étaient la spécialité de l'Hôtel-Dieu à Lyon. Alors, comment répartir les fonctions ? On avait en fait 3 dômes. Et l'idée qu'on a eue, c'est que certes, on ne peut plus mettre d'unité médicale parce que la technique demande des situations. Quand vous vous promenez, vous allez essayer de vous imaginer un tuyau d'oxygène qui traverse les voûtes et les murs, évidemment. Et les hospices civils, je dirais astucieusement, parce que ça a sauvé toutes les façades, ont fait une boîte dans la boîte. Et à l'intérieur, c'était tout en béton et en placo, mais pour arriver à distribuer les énergies, pour arriver à desservir les salles de malades. Et alors, on a dit, le souvenir se transmet par les congrès. 4/5 des congrès à Lyon sont médicaux ou paramédicaux. Et ceux qui s'occupent des congrès nous disaient, si vous pouvez avoir un congrès dans un lieu qui est médical ou paramédical depuis le XIIe siècle, vos congrès ne dureront pas 3 jours, mais 8 jours. Et on a proposé aux promoteurs, et je peux vous dire, en 40 ans, c'est le premier promoteur que je vois qui modifie son programme, et il lui a dit, il faut faire un centre de congrès. Donc aujourd'hui, c'est un centre de congrès. Et à ce moment-là, ça change. Et qu'on a enraciné dans la partie ancienne, parce que c'est là où il faut enraciner les congrès dans l'histoire du lieu. La partie 18e, c'est des grands volumes. C'est très bien pour l'hôtel. La partie 19e, il y a beaucoup plus de fenêtres. Vous pouvez avoir des volumes plus petits, c'est bien pour les bureaux. Et puis le rez-de-chaussée, en bleu clair, évidemment, pour les commerces. Je vous le simplifie, il a fallu quand même 2 ans et demi pour y arriver, à distribuer les choses. Mais la leçon est là, c'est le patrimoine qui nous a guidés. On ne peut pas plaquer une fonction sur un monument. C'est le monument qui guide ce qu'il faut faire. Sinon, ça devient artificiel. Si vous voulez, on savait que la fonction allait fonctionner quand ça coule de source. Tant qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas la bonne fonction. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'édifice est tellement intelligent, tellement bien conçu, tellement remarquable. Alors quand je vois ce qu'on écrivait à propos des matériaux et autres, mais il y a pas, vous allez voir qu'il n'y a pas mieux construit que l'Hôtel-Dieu. Et ici, je vais vous montrer, il y avait des choses aussi, les programmes n'étaient pas les mêmes. Ici, vous voyez que voilà la cour. Alors tout le monde oublie un peu, ils disent « Ah mais l'arrière, c'était pas mal ». Mais vous voyez qu'à l'arrière, il n'y avait que des choses horribles, plus tous les produits dangereux. Et cette cour-là, il y avait autrefois un bâtiment qui allait de là à là. Vous voyez qu'il y a 3 baies ici, 3 baies là.
c'était la loge des fous, parce qu'on avait demandé à l'Hôtel-Dieu de s'occuper de toutes les pathologies. Mais ce qui m'a intéressé, on n'allait pas faire du néo-soufflot, on a fait de l'Albert Constantin pour le rebâtir. C'est le programme qui était donné. Aujourd'hui, les programmistes nous donnent des mètres carrés avec des flèches et des organigrammes sans fin. À l'époque, avec une phrase qui était donnée par l'aliéniste qui s'occupait des aliénés. Il n'y a pas d'ordonnance dans le cerveau de nos patients. Il faut qu'ils la trouvent à l'extérieur. Votre pavillon doit être symétrique, construit sur un système trinaire pour être calé à gauche, calé à droite, inspirer la sérénité et la plénitude, point. Ça, c'est un programme. Et quand vous voyez ça, là, on comprend que toute la philosophie était totalement différente et ça ne donne pas les mêmes choses à la fin. Alors évidemment, comme il n'y avait plus rien, on pouvait mettre un parking ici. Donc aujourd'hui, il y a 175 places de parking. On fait des fouilles avec une énorme pelle parce qu'il fallait enlever les fondations en béton de la chaufferie parce que l'aile des fous a été démolie en 1930 pour construire une chaufferie hideuse qui a été démolie en 1960. Donc voilà, et donc il a fallu enlever tout le béton. Et là, j'admire beaucoup les archéologues et le service d'archéologie municipale de Lyon qui arrivent avec ça à vous sortir une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie qui a à peu près 1 centimètre de diamètre, mais c'est une pièce de monnaie de l'empereur Maxence. Et ça, c'est du temps de Luc Dunhomme. Alors, ils l'ont trouvé, je vais vous redire où, ils l'ont trouvé exactement là, à 6 mètres ici. Alors, ils étaient ravis en disant, ça y est, on a trouvé une villa impériale. Surtout qu'après, ils tombent sur un morceau de fresque, qui est quand même assez fabuleux. Vous voyez, c'est des fresques du 1er siècle sur fond noir. C'est caractéristique des fresques romaines, elles sont toutes sur fond noir. Mais au musée gallo-romain, on a beaucoup de dessins géométriques, mais peu de figuratifs, comme ici, ce poutis. Il fait à peu près 40 cm, c'est pas très grand. Et on en a trouvé 4 mètres carrés, donc ils étaient fascinés. Mais après, vous allez voir, ils ont trouvé un très bel oiseau. Regardez cet oiseau superbe, qui fait à peu près 50 cm de haut. Et alors, j'ai ramené cette photo et puis un échantillon à Rome. Je me suis occupé pendant 20 ans des monuments français à Rome. Et j'aime bien la réaction des restaurateurs romains. Ils étaient d'abord très intéressés parce que du temps de Néron, quand Rome a brûlé, ils ont perdu 80% des fresques sur fond noir. Donc, dès qu'ils ont trouvé une, ils sont fascinés. Et là, la restauratrice me disait, elle ne dit pas c'est beau, c'est pas beau. Elle dit, celui qui a fait ça, il a au minimum 25 ans d'expérience de pratique de fresquiste. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la technique des 7 glacis qui vont du plus transparent ici au plus plein avec les blancs. Là, il est couvert de boue, il est absolument somptueux. Mais ça n'était pas du tout le lieu d'un palais impérial, c'était des débris jetés le long du Rhône. Et les alluvions sont arrivées et ont protégé tout jusqu'à nos jours. Et donc c'est évidemment intéressant, on a tout le fond. Après ça, qu'est-ce qu'il y a de remarquable ? Quand vous voyez, vous avez déjà vu cette photo que j'aime beaucoup, c'est l'entrée du pavillon de la Mons. Les architectes du 18e, je les trouve assez fascinants. Plus c'est de travers, plus ils aiment. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réordonnent ce qui est de travers. Aujourd'hui, si vous rentrez là, vous regarderez tout de suite la première baie à gauche, vous avez une sorte d'arc un peu tendu. C'est là où on rentrait comme ça de travers. Et le cloître n'est pas du tout un quadrilatère régulier, c'est un trapèze irrégulier. Donc on arrive complètement de travers. De la Mons ici arrive en 1706, il arrive avec Ardouin-Mansart pour l'hôtel de ville. Et qu'est-ce qu'il prend ? Il prend la diagonale et il vise le dôme du 17e qui est juste en face. Vous rentrez et vous avez l'impression d'être dans un cloître absolument régulier, alors qu'il ne l'est pas du tout. Ça, c'est le grand art du 18e. Les deux cours ici, les deux galeries, ne sont pas à 90 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une coupole ronde parce que ça lui évite... ça paraît symétrique. Rien n'est symétrique. C'est tout ordonnancé pour épouser l'égalité. Et il fait ce dôme qui est assez exceptionnel, qui est connu pour les architectes du patrimoine, c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre de stéréotomie, c'est-à-dire l'art de la taille de pierre. C'est-à-dire les joints ne correspondent pas du tout au motif. Ils ne sont pas là, ils sont en travers n'importe comment. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir les joints. Et ça demande une taille absolument parfaite. Alors quand vous voyez ici, passer du rond ici à l'octogone, cette forme-là est complètement gauche. Et si vous imaginez la pierre ici, elle est courbe dans ce sens-là et courbe dans ce sens-là. Essayez d'imaginer les angles, comment vous raccordez les uns avec les autres. Et derrière chaque pierre, il y a un tailleur de pierre qui s'est accordé avec le voisin avec une perfection extraordinaire. Alors j'aime bien faire la visite avec des tailleurs de pierre aujourd'hui pour vous montrer que l'Hôtel-Dieu, c'est un exemple et une école. Et voyons ça, et en voyant cette difficulté-là, j'aime bien les tailleurs de pierre. Ils ont beaucoup de respect pour ceux qui sont passés avant eux. Ils l'appellent l'ancien. Et un jeune, avec son langage d'aujourd'hui, voyant ça, il me dit « Il était grave, l'ancien ». Et je lui dis « Oui, il était trop grave ». Et là, c'est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelqu'un derrière ces choses-là. Alors, quand vous voyez, après la perfection de ça,
Ben, c'est éblouissant. C'est pas pour eux, c'est pas pour les tailleurs de pierre. Le but, c'est pour le bien-être du patient. Parce que ça vous apporte cette sérénité qui est donnée par le savoir-faire humain. N'oubliez jamais qu'à l'Hôtel-Dieu, tout ce que vous allez voir en pierre n'a jamais été fait que par 2 outils, un maillet et un ciseau. Quand vous voyez, alors le ciseau, il a des dents, on l'appelle une gradine. Il devient plus grand, on l'appelle une laie ou un taillant. Mais il n'y a que 2 outils, un maillet et un ciseau. Quand vous voyez la modestie, l'humilité des outils et le résultat qui est excellent, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Le savoir-faire humain. Et l'Hôtel-Dieu est une célébration des savoir-faire humains. Et ça, dans tous les domaines, dans tous les points. Il y a une chose que je n'ai jamais trouvée dans un monument historique. On a fait l'étude des 2000 et quelques fenêtres, et notamment des quincailleries. Vous savez ce qu'on appelle un gond, c'est bien modeste, le gond d'une fenêtre ou une pommelle. Eh bien, à l'Hôtel-Dieu, elles sont toutes signées. Antoine Canonnier, ferronnier La Croix-Rousse. Quand un artisan signe son œuvre, vous pouvez être sûr qu'il y a mis toute sa foi, tout son savoir-faire, toute sa conscience et son talent. Pas pour lui aussi. Il y a peut-être celle-ci, elle date du début 17e. Vous voyez qu'on a découvert qu'en 2018. Donc on voit, et là ça change, vous ne voyez plus l'Hôtel-Dieu de la même façon. Ça n'est pas la date qui est importante, ça n'est pas le style, c'est la valeur humaine qui transpire derrière les pierres, les boiseries, les ferronneries, tout l'ensemble. Et c'est ça qui donne la valeur du patrimoine, ce que j'appelle la 4e valeur du patrimoine, la 4e dimension de la valeur du patrimoine. Je dis toujours, l'Hôtel-Dieu c'est frappant, c'est un édifice inspiré. Pardon, la phrase n'est pas très jolie, mais seuls les édifices inspirés savent transpirer. Et en retour, vous redonnez quelque chose qui est apporté par ceux qui ont fait le travail et pas forcément un seul style ou une date. Voilà les salles de malades, oui, avec les lits à courtine tels qu'ils étaient. Et puis dans les années 60, on veut faire des chambres individuelles, donc les hospices civils coupent en 2 tous les niveaux là. Alors ceux-là avaient des fenêtres, mais en dessous ils étaient aveugles. Donc ils étaient dans le noir parce qu'il n'y en avait pas. Et alors la chapelle elle-même se retrouve entourée de 4 murs. Parce que derrière ça, il y a une dalle béton qui est là, sauf ici où c'était l'entrée du musée. Et l'hôtel a été complètement abandonné. Hôtel habilement fait pour avoir 2 prêtres pour que tous les malades au lit puissent assister. Et ça, ce n'est pas une table de communion parce qu'ils ne bougeaient pas. C'est ce qu'on appelle un cancel pour déterminer l'espace sacré. Et puis autour, vous passez avec les chariots. C'est extrêmement pratique et fonctionnel. Ce dôme, cet hôtel, comme je vous l'ai montré, était surmonté d'un dôme. Alors le dôme à la française, c'est-à-dire il est carré, tandis ou barlon, c'est-à-dire rectangulaire, les dômes romains sont ronds. Et là, ce dôme, vous voyez ici, qui était sous ce ripolin écaillé, c'est tout en stuc marbre. Pourquoi? Pour que les miasmes glissent dessus, comme sur les plumes d'un canard, tandis que si vous aviez une peinture ordinaire, elle serait bourrée de microbes. Et tout était comme ceci. Et ça arrive ici, dans ce petit lanternon, qui il monte à 12 mètres au-dessus. Et alors là, on a eu un épisode, je vais dire un peu cocasse, mais ce n'est pas le terme, parce qu'avec les pompiers, vous ne riez pas. Et les pompiers arrivent en disant, mais là en bas, avec les 4 rangs, vous allez avoir des centaines de personnes pour le centre de congrès, pour l'espace muséal, pour la cité de la gastronomie. Toute la fumée va s'accumuler là, et puis tout le monde va être asphyxié. Et ils nous disent, vous mettez dans chaque fenêtre là un châssis de désenfumage. Je ne sais pas si vous connaissez l'esthétique des châssis de désenfumage. C'est d'énormes cadres avec des pistons qui ouvrent, c'est absolument monstrueux. Or, ici, on avait encore toutes les ferrures du 17e. Pas les vitraux, quelques morceaux de verre, mais peu. Mais toutes les ferrures du 17e. Donc, côté monument historique, on a dit pas question de démolir les ferrures du 17e. Et les pompiers vous répondaient, on ne vous signera pas le document, vous ne pourrez pas recevoir du public. Ça a duré pendant 6 mois. Les allers-retours, est-ce qu'on peut déroger, pas déroger? Personne ne voulait prendre la responsabilité. Alors au bout d'un moment, à force de lire et de savoir, parce qu'on est allé voir les trappes, comment ça marchait, il y avait un courant d'air extraordinaire, et on a dit à plusieurs, on a dit, il n'y a qu'à mettre le feu. Alors on a mis le feu. On a posé sur l'hôtel en bas une bassine. Vous savez, les pompiers ont des exercices très bien faits. C'est une bassine dans laquelle ils mettent un pain qui a à peu près cette longueur et cette épaisseur, qu'on allume, qui est noir, qui fait une fumée extrêmement noire, qui est très âcre. Et on a vu la fumée qui est montée comme ça ici, et puis arrivée là, elle est partie d'un seul coup. Les pompiers n'ont pas eu le temps d'ouvrir la bouche, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Alors ça, je trouve ça extraordinaire comme leçon d'humilité, ce lanternon de 1640 qui répond aux normes de 2020. Ça, c'est l'Hôtel-Dieu. C'est toute la journée, c'était comme ça. Vous imaginez les 400 mètres de façade, le long du Rhône qui a passé son temps et à monter et à descendre, on n'a pas une seule fissure. Pas une seule fissure. Les normes, les DTU, tout ce que vous voulez, nous imposent des joints de dilatation tous les 20 mètres. Il n'y en a pas sur 400 mètres. Et on n'a pas une seule fissure. Et dans les 4 rangs
qui ont des fondations compliquées, il n'y a pas une seule fissure. Et alors même, si vous voulez, ce dôme-là, une fois nettoyé, parce que je vous ai dit, est en stuc marbre, ben le voilà aujourd'hui. Avec cette alternance entre les blancs chauds et les blancs froids. Les blancs froids, c'est pour imiter le marbre, et le blanc chaud, c'est le marmorino. Et là-haut, vous voyez qu'on a mis simplement une seule ouverture là-haut. Alors là, on ne monte plus là-haut, et elle s'ouvre automatiquement en cas de fumée, mais ça marche très bien. Et c'est le lanternon de 1640, qui ne bouge pas. Et alors en dessous, il y avait les murs, avec les arches. Alors on a dit, il faut les ouvrir. Alors là, les bureaux d'études se lèvent et disent, non, il faut calculer, d'abord. Alors ils calculent parce que si vous regardez les 45 mètres de dôme, ils portent sur ce pilier-là, celui-là, puis un qui est ici à droite et l'autre à gauche. C'est tout ce qu'on voit, ce qui leur permettait de libérer tout. Et ça, quand vous mettez ça dans l'ordinateur, il prend peur et il vous répond, ça ne tient pas, ça va s'écrouler. Et même avec une modélisation, il vous montre comment il va s'écrouler. Mais c'est là depuis 1620. Ça ne veut rien dire, ça peut lâcher d'un seul coup. Alors, quand on a fait, regardez ça, on a étudié plus, et là, c'est le génie des bâtisseurs, ici. Les 4 tourelles aux angles, à l'extérieur, sont dessinées, suivant l'épaisseur des murs, comme des contreforts et des arcs-boutants pour soutenir la coupole. C'est-à-dire, c'est le génie du gothique, de l'arc-boutant et des contreforts traduit en architecture classique. Ça, c'est apprendre à rebondir sur les architectures en tenant compte du génie humain. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que vous voyez qu'au lieu d'être un bâtiment du passé, c'est une succession de créations, d'innovations et de choses assez fabuleuses. C'est une leçon d'architecture. Je ne sais pas s'il y a des architectes ici, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre là. Et alors, ça tient à quoi? Le génie des bâtisseurs. Deuxièmement, le génie des tailleurs de pierre. Cet arc-là, je vais aller vite parce que c'est trop long, est fait de 5 cercles. Il y a 5 centres. Un premier arc de cercle, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Chaque arc de cercle a un centre qui, virtuellement, est à peu près là. Les joints entre les pierres doivent impérativement rejoindre le joint. Si le tailleur de pierre dévie 2 mm, l'arc tombe. Il fallait une géométrie parfaite. Comment faisait-il? Il le dessinait au sol. Il le posait à joint sec. Il n'y a jamais de mortier. Comme ça, ils étaient sûrs que le joint rejoignait le centre. Après, on bâtit un cintre en bois, on les pose sur le cintre en bois, on met des coins, on enlève les coins, ça tient ou ça casse. Mais ça, c'est le génie des tailleurs de pierre, de savoir la géométrie. Vous savez, à cette époque-là, on disait que c'était une discipline sublime. Et tout tailleur de pierre était extrêmement fort en géométrie. Dernière chose, c'est les maçons. Parce que les maçons, ils sont toujours méprisés. Un mur ordinaire, c'est 60 à 70% de briques ou de pierre et 30 à 40% de mortier, c'est-à-dire de liant. Ici, on a 90 à 95% de pierre et seulement 5 à 10% de matériaux. Ça veut dire que le maçon doit choisir chaque pierre pour épouser au mieux la voisine. Si le maçon n'avait pas été consciencieux, on n'aurait plus de tel lieu et vous n'avez pas une seule fissure dans tous ces arcs-là. Et là, je le dis parce que les maçons, on les méprise. Un jeune qui n'a pas de spécialité, on lui dit « tu fais maçon ». Je dis non, vous êtes l'âme des monuments, ce qui ne se voit pas mais ce qui fait tenir. Si les maçons n'avaient pas bien construit, on n'aurait plus d'hôtel-dieu. Vous voyez qu'à ce moment-là, on ne voit plus du tout l'hôtel-dieu de la même façon. C'est toute cette valeur qui est derrière. Alors, ce n'est pas fini. Il y a le grand dôme, qui est comme ceci, qui est assez extraordinaire. De l'autre côté aussi, il est en pierre de taille des deux côtés. Là encore, on ne voit pas les joints, on ne voit rien. Alors, cette cour est assez intéressante. C'est la cour Saint-Henri. Vous savez qu'en face, il y avait le réfectoire. Et puis, quand ils ont refait la cuisine, ils ont... La cuisine ancienne, je ne crois pas que j'ai les photos après, non. La cuisine ancienne était encadrée de 2 courettes, parce qu'il est écrit dans le cahier d'humanisation d'Hôtel-Dieu, il n'est pas question de sentir la cuisine dans les salles des malades. Donc il y avait des fenêtres qui ventilaient la cuisine du 17e de part et d'autre. Au 20e, on veut construire un self. Et donc on met un plancher qui bouche les fenêtres, et donc ils sortent la ventilation sous le péristyle qui est en face. C'est bien que dès 8 h du matin, vous connaissiez le menu. Et que la cour Saint-Henri est devenue cour de la cuisine. Vous voyez que le nivellement par le bas est vite arrivé. Et donc, c'était comme ça. Et alors, cette cour avait des dimensions similaires. Alors, j'ai demandé à l'agence de l'utiliser en utilisant le pied lyonnais. Alors, le pied lyonnais, il faut savoir qu'il est bien évidemment plus grand que le pied royal. Le pied lyonnais est à 34,1 cm et le pied royal à 32,5. Et ensuite, ils ont utilisé le nombre d'or. Alors, vous voyez que le segment rabattu part du milieu du côté du carré, ça vous donne ce rectangle. Et les architectes du 18e ont créé le rectangle d'or dynamique, le segment rabattu par de l'angle, ce qui vous donne en résultat un rectangle plus petit que celui-ci. Et tout l'hôtel-dieu est réglé sur le rectangle d'or. Pourquoi le dôme est si beau? C'est 2 rectangles d'or posés l'un sur l'autre. Tout est réglé, la hauteur des fenêtres, la hauteur des carniches, tout. Et non seulement en élévation, mais en plan.
ce qui est extrêmement rare. Ça, c'est la cour, vous voyez, c'est un pied lyonnais traité au nombre d'or, même l'espacement entre les colonnes, tout est réglé impeccablement. Alors au-dessus, vous avez le dôme lui-même. Voilà comment il était avant, c'était une chapelle. Là, les salles de bal ne sont pas en croix, mais il y en a deux d'un côté et deux de l'autre. Et le même principe du conseil, et on tourne autour. Quand évidemment le dôme s'est écroulé, ça a pulvérisé l'hôtel, ça a créé un trou ici, jusqu'au rez-de-chaussée. On a fermé la porte de l'Hôtel-Dieu le 4 septembre 1944 et on ne l'a réouverte que le 3 avril 2015. Donc il n'y a pas très longtemps, on a réouvert. Et puis maintenant, vous le connaissez, c'est comme ceci. Mais quand on voit le détail des sculptures, là vous voyez ces sculptures de grappes, on se demande mais comment les épis de blé passent dessus et les grappes de raisin pour le pain et le vin. Quand vous regardez précisément les grappes, tous les grains sont creusés derrière. C'est qu'en fait la pierre qui est là, elle comprend la sculpture. C'est la même pierre. Ce qui leur permettait de jouer et d'être plus libre. Vous devinez le joint ici, vous voyez qui continue. Donc c'est extraordinaire. La beauté de la sculpture, c'est donner la vie à la matière. Vous savez, quand un jeune taille une feuille, je lui dis toujours, si vous ne me donnez pas l'impression que si je mets un peu d'eau, elle aura poussé, grandi la semaine prochaine, ça ne marche pas. Il faut donner la vie à la matière. Et ici, c'est un concerto de l'homme et du matériau. Ils sont libres. On sent qu'ils s'amusaient. Les tailleurs de pierre me disent, mais il n'y a qu'un coup de ciseau. On sent une énergie fabuleuse. Ils ont tous ceux qu'on a trouvés avaient moins de 35 ans. Aujourd'hui, on le réutilise. C'est comme ceci. C'est pas, je dois dire, le lobby de l'hôtel privé. Hein. Quand on a fait le projet, le PDG d'Intercontinental a été tellement fasciné par le dôme, il nous a dit « je veux que ça reste ouvert à tous les Lyonnais ». Donc même si on vous propose un café, vous pouvez parfaitement y aller en regardant, et ça donne évidemment un lieu qui est assez magique dans tous les sens tel qu'il est. Le réfectoire lui-même, on vous l'a montré, il est superbe. Ce qui était très beau, c'est les tapisseries. Et ce qui m'a intéressé, c'est que les armoiries des tapisseries, c'est la Pietà. Et c'est la Pietà de Michel-Ange que vous retrouvez dans toutes les armoiries de l'Hôtel-Dieu, Lyon et la Pietà. Et ça, c'est le seul grand hôtel-Dieu en Europe qui s'est appelé Notre-Dame de Pitié dès 1507, c'est-à-dire à peine 10 ans après la Pietà de Michel-Ange. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est très intéressant. C'est d'apporter une nouvelle vision de la souffrance. Et cette Vierge-là, Pietà, qui veut dire prends pitié, est une Vierge de compréhension, de compassion et d'acceptation. Ça serait trop long pour vous en parler. Donc, mais toutes les tapisseries de l'Hôtel-Dieu sont aux armes de ceci, faites exprès. Alors actuellement, elles n'y sont pas, mais j'espère qu'elles reviendront. Le réfectoire lui-même est superbe. Et vous voyez que Coquet, directeur d'école de Beaux-Arts, en 1966, a refait une Pietà ici. Donc c'était vraiment le terme. Les boiseries ont été restaurées. Il y a un meuble comme celui-ci qui est absolument somptueux, qui est un meuble à pierre. Ça, c'est grâce à la pierre de Saint-Cyr. Et vous voyez la beauté du meuble, tout pour ranger des serviettes et des nappes. Tout devait être beau. Si vous, à l'entrée, vous avez des lavabos, les lavabos sont monolithes pour se laver les mains avant de passer à table, comme il se doit. Et j'ai pris le relief du lavabo, le profil. C'est une fontaine du Bernin à Rome. Même pour se laver les mains, il faut que les choses soient belles. Ça, c'est un souci et une notion assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, ça, on n'a jamais changé de fonction. On a dit le réfectoire, c'est un restaurant. Donc voilà, c'est un restaurant aujourd'hui qui marche très bien. Véronique, elle vous a montré cet escalier, c'est un chef-d'œuvre de compagnon. Et comme elle l'a trouvé, le compagnon ferronnier, c'est un brasier. On n'a pas encore trouvé le tailleur de pierre. Mais regardez l'épaisseur là. Normalement, il doit y avoir un corbeau. Il n'y a aucun corbeau. Et là, ici, vous avez une poutre normalement qu'on appelle le limon. Il n'y en a même pas. Alors là, je vous décris pas la couleur de l'ordinateur quand il a essayé de calculer. Il était cramoisi, il a explosé, il a dit c'est absolument impossible, ça ne peut pas tenir. Eh bien, c'est là où c'est rassurant. Le génie humain sera toujours supérieur à l'ordinateur. L'ordinateur, ils ont créé ça, deux jeunes de 24 et 25 ans. C'est pour ça qu'il y a un côté extraordinairement dynamique et inventeur dans l'Hôtel-Dieu. Et ça, et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on applique des normes, des codes, des trucs, et on rajoute des coefficients de sécurité. Vous voyez qu'ici, en plus, il l'a posé sur une arche. Là, on voit très bien l'arche. Et les marches sont entrées que de 7 cm. Comment tient-il ? Je ne sais pas. Arrivé en bas, il est absolument somptueux. La deuxième marche est monolithe. Il est très bien tourné. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans les visites, il y avait beaucoup d'infirmières. Les infirmières disaient on ne prenait jamais l'ascenseur. On prenait l'escalier, il était trop beau. Et il montait, il descendait parce qu'il pouvait descendre à 3 d'affilée et autres. Ça, c'est l'humanisation des lieux et la compréhension de ces choses-là. Alors, il y avait un problème avec les chambres. Parce que j'ai appris toutes les normes par cœur. La chambre 5 étoiles, le plafond doit être à 3,50 m. Je pense qu'à 51, il y a un courant d'air insupportable. Et ici, on avait plus de 7,40 m. Mais quand vous rentriez dans les pièces, ici, la lège, elle faisait 2 mètres, puisqu'il fallait mettre des lits là. Donc évidemment, on ne pouvait pas voir dehors.
Alors Albert Constantin a eu cette idée intelligente de monter le plancher pour pouvoir voir dehors, et ce qui vient que toute la tripaille est dedans, et qu'il n'y a plus un tuyau ni dans les voûtes ni dans les murs. Et puis l'originalité, c'est qu'on arrive par la mezzanine. C'est les seules chambres en duplex intercontinental dans le monde. Il n'en a pas, il y en a 25 sur les 145 chambres, parce qu'évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, il faut trouver. Alors, ne regardez pas la décoration qui a changé tous les 8 jours, mais ce qui était intéressant, les journalistes qui ont une passion pour la polémique venaient me dire, il paraît que vous allez voir des soirées spécialement faites, des tableaux de maître et des robinetteries plaquées or. Alors, je lui dis, commencez par faire une visite. Et puis, à la fin, je lui dis, vous voyez, on n'a même pas envie. Est-ce que vous avez envie d'avoir des grands rideaux de soie? C'est pas un boudoir, ça marche pas. Les tableaux de maître, ça serait des copies. Et ça, c'est une idée d'Albert Constantin, c'est d'offrir aux visiteurs ce qu'il ne peut pas voir, c'est-à-dire la radiographie du Grand Dôme en utilisant la technique de radiographie de Destau. C'est-à-dire célébrer le génie médical et le génie architectural en même temps. Là, à l'Hôtel-Dieu, vous pouvez décliner à l'infini. Et ça n'est nulle part ailleurs. C'est ça qui est intéressant de tout ce qu'on peut exploiter. Et quant au robinetterie plaquée or, no comments. Véronique Bell vous a montré oui, je passe très rapidement parce qu'à l'intérieur, c'est comme une tour Eiffel. Pascalon a été fasciné par la tour Eiffel, mais c'est du fer pudelé, c'est-à-dire le meilleur fer de l'époque. Et toutes les structures métalliques sont d'une finesse extraordinaire. Aucune ne passe les coefficients de sécurité aujourd'hui. Aucune. Vous savez, rien n'est... je dirais, au bout d'un moment, on finit par s'amuser. Tous les monuments historiques, aucun ne peuvent répondre aux normes. Absolument aucun. Au bout d'un moment, il y a une certaine délectation à être hors norme en permanence. Est-ce que, de toute façon, on ne peut pas y répondre? Mais ça vous force à être 2 fois plus inventif et autres. Et ça, c'est des choses absolument superbes qui libèrent complètement. Et là, il y a un PDG de société internationale, PwC, qui est tombé amoureux, vous voyez, de ce volume-là. Et aujourd'hui, vous avez 150 employés. Mais ce qui m'a plu, c'est que le directeur est venu à une visite et il m'a dit « Il faut que vous veniez parler à tous les employés. Vous ne pouvez pas travailler ici comme dans un immeuble ordinaire. Vous devez connaître l'histoire. » Et ça, c'est intéressant parce que ça crée des attachements. Et quand on a démoli cette salle-là, à côté, dans un placard, on a trouvé cet adorable graffiti qui vous dit, vous voyez, d'un enfant la tête dans les bras avec les pieds en dedans. Et c'était justement un service d'orthopédie qui gérait les pieds tournants des enfants, et c'était très touchant. Pour vous dire qu'il y a toujours une âme qui reste, et c'est ça qui est important dans les édifices. Des photos que vous n'avez pas vues, parce que comme je vous ai dit, ils avaient construit un hôpital à l'intérieur de l'autre. Pendant 1 an et demi, on a démoli 200 mètres cubes de débris par jour, on a évacué, ce qui est colossal. Alors voilà tous les débris. Et qu'est-ce qu'on avait pour faire les tris? Que les cours. Aujourd'hui, c'est la cour Saint-Louis avec un jardin, mais vous voyez qu'il n'y avait que ceci, c'est-à-dire des conditions épouvantable d'acheminement et d'enlèvement, puisqu'il fallait passer par les porches. Tout devait passer par un Bob 4, c'est-à-dire un tout petit appareil pour évacuer, en plus des 3 grues que vous avez vues pendant un certain temps. Alors pour enlever le béton, on avait une grignoteuse. C'est un nom charmant, mais c'est un robot qui nous permettait de grignoter à distance le béton. Et puis après, on a découvert plein de choses. Ça, c'était le bureau des entrées, pour ceux qui le voient. Alors pour vous dire, un jour, vous voyez que le faux plafond était là. Il y a la limite du faux plafond. Donc on voyait rien. Et un jour, dans les groupes, une dame, son bureau était là. Elle était très vive, elle était amusante. Elle a dit, ça alors, si j'avais su que j'avais d'aussi belles voûtes au-dessus de mon bureau, j'aurais fait sauter le faux plafond. Et puis, voyant la colonne, elle éclate de rire. Elle dit, j'avais dans mon placard quelque chose de rond qui m'empêchait de classer mes dossiers, c'était la colonne. Après, à l'étage, vous voyez que ça, les grandes salles de Soufflot, elles sont extraordinaires. Tous les piliers sont creusés d'une cheminée. Parce que sous Soufflot, il y a le chauffage à tous les étages. C'est-à-dire, ce qui était au rez-de-chaussée, il y a un récupérateur de fumée à l'entresol pour les chambres. Et arrivé au-dessus, vous avez les chambres, le 3e étage. Tous les plafonds, 70% des plafonds de l'Hôtel-Dieu sont authentiques. Vous savez qu'il y a une science qui s'appelle la dendrochronologie qui permet de dater et de dire à quelle date l'arbre qui a servi à faire la poutre a été coupé. Ici, sur la quai, c'est tout septembre 1749 ou mai 48, et c'est dans ces zones-là. Même jusqu'en bas, ce qui étaient les commerces, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une cheminée qui reste, là, les commerces, et là, il y a 10 commerçants qui sont tombés amoureux du lieu. C'est ça où c'était intéressant. Et ces commerçants, c'est les halles de l'Hôtel-Dieu, qu'on appelle les halles, vous voyez, les halles de l'Hôtel-Dieu, les halles Pignol, et aujourd'hui, c'est comme ceci. Et c'est devenu, et c'est un lieu qui donne directement dehors, évidemment qui marche très bien, je peux vous dire, c'est plein. On attendait 5 millions de visiteurs, on en est à 8 millions.
Donc, et au-dessus, il y avait des salles voûtées qui étaient les chambres des internes, qui étaient dans un état épouvantable. Mais quand on a restauré, ça devenait comme ça. Ils ont trouvé ça super. Mais aujourd'hui, c'est transformé. C'est la suite des halles, ce qui est intéressant. Et là, c'est là où on voit que ces monuments, ils ont un côté moderne. C'est-à-dire qu'ils sont encore séduisants. Tout est séduisant à l'Hôtel-Dieu. Tout est beau. Et c'est ça qui change complètement la vision. Après ça, il fallait faire du contemporain. Albert Constantin fait du contemporain en se rapprochant de plus en plus des proportions de Soufflot. C'est-à-dire que la devanture ici, elle est liée aux arcades à l'intérieur. Mais évidemment pas aux commerces qui sont en bas de... Alors pour les commerces, c'est assez difficile parce qu'ils disent au-dessus de 2,30 m, je ne vends pas. Ça ne me sert pas. Mais c'est là où il faut apprendre, c'est une éducation de l'œil. Si vous mettez dans les bâtiments de Soufflot une porte standard à 2,10 m, on a l'impression d'une chatière, mais pas pour faire passer un visiteur. Et les portes ont toutes 3,50 m. Mais il y a des magasins qui savent utiliser pour montrer qu'ils sont grandioses et qui ne sont pas limités au rez-de-chaussée. Donc c'est une question. Et ça, c'est la cour. Vous voyez, l'aile des fous était à gauche ici, avec un système trinaire pour être calé. Et vous avez toujours la grande perspective pour aller tout droit, et s'il pleut, vous passez sur les côtés. Ça n'arrête jamais. Le côté de Pascalon, ça a toujours été des commerces. Donc là, ils sont restés là où ils étaient. Mais c'est une proposition qu'on a faite aux promoteurs. Si on a perdu la galerie de l'Hôtel-Dieu au nord, pourquoi la pas retrouvée au sud? Et Albert Constantin a couvert d'une grande verrière la cour du Midi, qui se prête très bien, parce qu'elle n'est pas fermée complètement, elle laisse passer l'air, mais c'est uniquement pour la pluie. La façade est devenue, comme vous le voyez, l'entrée de l'Hôtel-Dieu, évidemment, a bien changé comme façon ici, avec Childebert et Ultrogoth, très élégant. Et là encore, à l'intérieur, normalement, vous tombez toujours sur un comptoir. Et on a dit intercontinental. Non, le luxe, c'est le vide. C'est la respiration. C'est vous donner aux visiteurs l'impression de respirer et de la plénitude. Si bien que c'est à gauche et à droite. Alors à droite, quand vous le voyez ici, et quand vous apercevez ça, on n'a qu'une envie d'y aller. Et effectivement, on a envie de s'asseoir et de se reposer là. Comme salon, c'est en rez-de-chaussée directement. Avant, après, entre les cours, vous voyez que la cour du cloître était devenue... la pauvre croix était devenue un rond-point et tout le monde se garait là et il n'y avait que ça. Et aujourd'hui, c'est un jardin, comme vous le voyez, où on a envie de s'installer, de se reposer. La cour Saint-Louis que vous avez vue en tri, voilà ce qu'elle est devenue. C'est une cour, elle ne s'appelait pas de l'Arme, elle s'appelait Saint-Louis. Et dessous, il y a une citerne et ça donne... Alors ici, vous savez ce qu'on disait, c'est un jardin de roses. Ramassez les pétales de roses parfumées, mettez-les dans des corbeilles d'osier et installez-les dans les salles de malades pour apporter de bonnes odeurs. Le pot pourri n'a jamais été inventé à Grasse, mais à l'Hôtel-Dieu. Voilà. Alors, le dôme était comme ceci, et aujourd'hui, vous le voyez comme ça. Et quand on voit les détails de l'équilibre de ces choses-là, la beauté entre l'ombre et la lumière, l'équilibre entre l'architecture et la sculpture, vous ne savez pas quand l'un s'arrête, quand l'autre commence. Et ça, c'est l'osmose parfaite entre les disciplines du XVIIIe. Le dôme que vous avez connu comme celui-ci, vous voyez, c'est le dôme avant-guerre. Et c'est vrai que la Commission nationale, au moment de la reconstruction, devant les pleurs et les gémissements de Soufflot, par lettre évidemment, a décidé de rendre à Soufflot son dôme. Donc celui que vous avez aujourd'hui, c'est bien celui de Soufflot et non pas celui d'avant-guerre. Et le but de tout ça, c'est pour rendre à l'Hôtel-Dieu son rayonnement et sa gloire. Merci.